Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis, bonjour Apollinaire Dino Kameni, bonjour Edmond Hilaire Barzi Franco. Oui, bah, ça me sucre. Ah, peut-être ça te sucre, mais on va voir. Bonjour Tessie, euh, qui dit bonjour à Sama Fouaba, bonsoir à tous. Bonjour Tita Berlinois. Bonjour chers Camerounais. Bonjour à ceux qui ont choisi de se joindre à nous pour ce débriefing sur l'actualité de notre pays. Compte tenu de la situation, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on faisait avant et qu'on avait arrêté. Mais compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, on est obligé de reprendre pour faire un warning à l'opinion publique camerounaise, un warning à la communauté internationale, un warning aux représentations diplomatiques en place au Cameroun et un warning à l'opinion publique camerounaise. Parce que ce qui se passe là peut nous mener dans le gouffre. Vous comprenez pourquoi j'ai choisi la chanson de Espoir 2000, hein, qui en Côte d'Ivoire, quand c'était la même situation que celle du Cameroun, prévenait déjà, attention, faites attention, hein, faites attention. Voilà, faites attention. Voilà. Parce que l'ivresse du pouvoir rend souvent fou certaines personnes et ça les empêche d'avoir la lucidité pour voir voilà, ce qui se passe, ce qui devrait être fait dans le pays pour garantir la paix. Non, c'est pour ça que j'ai choisi de faire, ouais, comme dit Edmond Hilaire Barzi Franco, le Zouglou, c'est la magie, oui. C'est pour ça qu'on a choisi de faire cette présentation. On en fera de temps en temps, peut-être 1 ou 2 fois par semaine, qui sont des sortes de débriefing de l'actualité, pour amener les Camerounais à bien comprendre l'actualité, parce qu'on se rend compte que ce qu'on raconte dans les médias au Cameroun, malheureusement, il y a beaucoup de manipulations et il y a beaucoup de mensonges. Donc, notre travail aussi, c'est d'aider les Camerounais à comprendre l'actualité d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vous expliquerai la vraie raison pour laquelle le gouvernement camerounais se met à mettre, même pas, les gens voient la taxe, mais la taxe, c'est pour distraire les gens. C'est un dispositif de contrôle des téléphones portables, de géolocalisation des téléphones portables. C'est une technologie qu'ils ont amenée d'un État du Moyen-Orient qui permet de contrôler, de géolocaliser les téléphones portables. Donc, de les enregistrer. Et donc, ça, c'est parce que aujourd'hui, la hantise des autorités camerounaises, c'est le téléphone portable. Avec presque 6 millions de lignes connectées à Internet, les autorités camerounaises seront le téléphone, les tablettes étant aujourd'hui des supports supports où on peut regarder des web TV, des télévisions sur Facebook, des lives sur YouTube, sur Facebook, Instagram, etc. Le gouvernement a très bien compris qu'aujourd'hui, 85% de la population qui a moins de 35 ans au Cameroun s'informe essentiellement sur ces canaux-là et ne regarde pratiquement pas la télé, en dehors peut-être d'Equinox, ne regarde pas la CRTV, ne regarde plus Canal 2, ne regarde plus Vision 4, dont le gouvernement comprend que l'information lui échappe. Cette génération ne lit pas les journaux, dont le gouvernement comprend que l'information lui échappe. Cette génération connaît plus Calibri, Calibro, par exemple, que le Premier ministre Ndion Ngouté. Donc, le gouvernement comprend que l'information lui échappe et pour essayer de se rattraper, va utiliser d'une technologie pour enregistrer tous les téléphones qui entrent sur le territoire sous le prétexte de prélever 33% de taxes en matière de douane. Donc, j'aurai l'occasion de vous expliquer les enjeux qui en découlent. Voilà, je continue mes salutations. Voilà, Edmond Hilaire, Franco Baresi, bonjour. Bonjour, je reste donc là. Edmond Hilaire, Franco Baresi dit le traître Baham doit être envoyé à Bafam pour lavage des cerveaux. Non, j'expliquerai pourquoi. Arashima Senju dit bonjour, bonjour. Arashima Senju, attention à ce que tu dis.
Ouais, qu'on dit bonsoir, des bonsoir. A-t-on fini avec l'intéressante série de l'art sur l'industrialisation? Non, non, on n'a pas fini avec la série sur l'industrialisation de la région de l'Ouest. C'est pour ça que cette série-là se fait sur l'autre compte, Élysée. Et celui-ci se fait sur le compte des Marfo. Tu as bien noté. C'est simplement parce que l'actualité oblige, on est obligé voilà, de faire des présentations pour aider les Camerounais à comprendre, à décrypter l'actualité. Il y a trop de manipulation en ce moment. Voilà. Exact. Et Jeune Gondi, voilà pourquoi nous devons submerger les réseaux sociaux, parce que le gouvernement s'est très bien rendu compte que le contrôle de l'information lui échappe. Alors, il essaie de contrôler les supports sur lesquels circule l'information qui lui échappe. Voilà. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. J'aimerais vous entretenir sur 4 choses aujourd'hui. 5 si on a le temps, mais principalement 4. D'abord, les événements de Baham. Ensuite, la taxe sur les téléphones portables. Ensuite, Brenda Bia, qui a pris la fuite de l'hôtel Athénée à Paris. Et enfin, la détention des cadres du MRC et l'encerclement du domicile du président élu Maurice Kamto. Donc voilà, j'aimerais vous entretenir sur ces 4 points-là. Voilà. Premièrement, les événements de Baham. Comme vous avez tous constaté, lorsque vous êtes levé ce matin, vous avez vu un dignitaire dans le village, le royaume Baham, se plaindre du fait que ces deux véhicules avaient été incendiés et que son domicile avait été attaqué, voilà, et qu'il n'avait eu la vie sauve que grâce au fait qu'il y avait des gens. Bon. À ce niveau des faits, moi, je privilégie d'abord la présomption d'innocence parce que dans cette affaire, rien ne prouve qu'il a été victime d'une attaque venant de l'extérieur. Rien ne prouve. Il peut lui-même mettre le feu sur ses véhicules et se mettre à crier, peut-être pour que les assurances lui remboursent le véhicule, peut-être pour qu'on lui donne un argent qu'il attendait, ou peut-être pour que la répression s'accentue dans la région de l'Ouest. Voilà, rien ne prouve. Donc, je dirais que ce sont des actes présumés. Hein, c'est le principe de la présomption d'innocence. Seule une enquête de police peut nous donner, hein, dans un pays normal, par exemple, on ouvrirait une enquête placée sous le contrôle du procureur de la République de Baham, par exemple, s'il y a un tribunal de grande instance, puisque Baham c'est un arrondissement, ou un tribunal d'instance à Baham, et à ce moment, le procureur ferait un point de presse, et c'est la version du procureur qui ferait office de version officielle. Encore qu'elle pourrait être contredite, par exemple, par des enquêtes, une double enquête des journalistes, par exemple. Donc, rien ne prouve. Hein. Mais au moins, je relate ce qu'on a vu dans la vidéo. On a vu un dignitaire pleurer. D'un autre côté, on se rappelle que le nom de cet homme avait circulé dans les réseaux sociaux avec sa photo. Et beaucoup de personnes qui étaient sorties marcher pacifiquement à Baham se plaignaient du fait qu'ils avaient été arrêtés chez eux nuitamment par la police et la gendarmerie à Baham, et que la police et la gendarmerie étaient accompagnés de ce monsieur et que c'est lui qui indiquait les maisons des gens. Bon, à ce niveau aussi là, je me mets à la présomption d'innocence, c'est que rien ne prouve que effectivement c'est lui. Donc il est un indice présumé, un informateur présumé, parce que là encore, il faut que les faits soient établis par le moyen d'une enquête. Peut-être une enquête de journaliste ou une enquête de police. On sait que la police ne fera pas d'enquête. Mais il y a une chose quand même, c'est que quand les faits sont rapportés par une personne, on peut encore discuter. Quand les faits sont rapportés par 2, on peut discuter. Quand les faits sont rapportés par 10, 20, 30, 40, 50 personnes, presque tout le village, là, il y a un faisceau d'indices qui concourt à démontrer que voilà, il a été utilisé. Voilà, comme on a toujours utilisé les gens dans notre pays, dans les quartiers, pour pouvoir pointer du doigt les domiciles des gens. Donc, si je comprends bien, on a interpellé plusieurs personnes à Baham.
On les a conduits, on les a placés en détention à la prison de Bafoussam, sous mandat de dépôt, et ils doivent comparaître comme prévenus et étant en détention. Et donc, probablement, les familles ou les ayants droit de ces personnes, si je me fie à la version de ce que le monsieur racontait dans ses larmes, seraient venus en représailles lui dire voilà, parce que rien ne prouve encore que ce sont des personnes extérieures à sa concession qui ont mis le feu sur ces deux véhicules-là. Lui-même, il peut le faire. Bon. Au moins, lui, il reconnaît dans ses pleurs, ceux qui ont l'ont entendu parler dans langue, il reconnaît dans ses pleurs que, voilà, il a été mêlé à une activité et qu'il reçoit une expédition punitive par rapport à cette activité. Bon. En attendant que les faits soient établis, que c'est des gens qui viennent de l'extérieur qui auraient mis le feu sur son véhicule, parce qu'il peut aussi avoir une grosse manipulation. On a vu ça dans la crise anglophone, hein, des grosses manipulations, où les gens ont été abattus dans un village. À Menka, par exemple, 43 enfants ont été abattus. Et jusqu'aujourd'hui, je veux dire, quand vous tuez une personne au Cameroun, si les services de sécurité veulent vous localiser, vous localisent. À plus raison, quand vous venez dans un village tuer 43 personnes, que personne ne puisse localiser les tueurs, c'est quand même inquiet. Donc, rien ne prouve que ce monsieur, c'est les gens extérieurs à sa concession qui ont mis le feu sur ces deux véhicules. En attendant qu'une enquête diligentée par le procureur ou par les journalistes en service dans la région de l'Ouest puisse commencer à apporter un faisceau d'indices qui puisse confirmer sa version, on ne peut être que dans la présomption, je dis. Donc, le monsieur s'est mis à pleurer en disant qu'on a brûlé ces deux véhicules. Bon. Moi, j'ai lu la réaction du MRC que j'approuve, hein, il faut le dire. Le MRC n'est pas un parti attaché à la violence. Le MRC condamne. Je ne suis pas militant du MRC, mais j'ai quand même la sympathie pour le président de ce parti. Et ça ne peut être ses méthodes. Donc, c'est ça que je dis, faisons attention parce qu'on peut être dans une manipulation orchestrée même par le RDPC qui sait que, compte tenu de l'état de santé de Paul Biya, il y aura dans les 2 années qui viennent là au Cameroun une nouvelle élection présidentielle. Ça, c'est certain. Et le RDPC va chercher à accumuler des bouts comme ça pour dire, bon, vous voyez, quand on va leur opposer le fait que, bon, voilà, à San Mélima, des gens ont cassé, brûlé, et personne n'a été interpellé, les biens de nos citoyens. Et le RDPC va chercher à vous opposer le fait que, oui, à Baham, on a brûlé les véhicules des gens. Non. Rien ne prouve à l'heure actuelle, hein, on est aussi, à la politique, ça se fait beaucoup de manipulation. Rien ne prouve que, voilà, c'est les membres de famille des personnes qui ont été interpellées et placées en détention. Je rappelle entre autres que les personnes qui ont été interpellées et placées en détention à la prison de Bafoussam ne sont pas tous des militants du MRC. Il n'y en a que très peu. Simplement, ils sont sortis à l'appel du leader du MRC pour marcher pacifiquement afin de réclamer une refonte du processus électoral complet, une révision du processus électoral complet, qui est une catastrophe, parce que ça ne permet pas de faire des élections crédibles. Donc, les gens qui sont élus chez nous n'ont aucune légitimité. Ils ont réclamé la résolution pacifique de la crise anglophone avant les régionales. Bref, ils ont réclamé, ce parti a réclamé un certain nombre de choses, auxquelles le RDPC reste sous depuis près de 40 ans. Donc, à partir de ce moment, les gens sont descendus marcher pacifiquement. Les forces de l'ordre n'ont pas exercé une violence sur eux. Je pense qu'ils ont tiré les leçons de la violence qu'ils avaient effectuée la dernière fois sur les pauvres gens. Ils ont changé de méthode cette fois-ci. Ils ont eu recours à des informateurs qui viennent dans les villages, qui venaient pointer du doigt les maisons des gens pour qu'on les arrête. Donc, le monsieur que nous avons vu dans la vidéo était déjà pointé du doigt comme étant quelqu'un qui venait avec les forces de l'ordre, indiquer les domiciles des gens, donner leur nom pour qu'eux soient arrêtés. Et donc, il se plaignait ce matin du fait que probablement des personnes dont il aurait donné l'identité aux forces de l'ordre, des membres de leur famille seraient venus donc se venger sur lui. Comme je dis encore, pour l'instant, rien ne le prouve. Ce n'est qu'une présomption. Il peut y avoir aussi beaucoup de manipulation. Rien ne prouve que ce sont des personnes, des frères ou des sœurs, des personnes qui ont été arrêtées suite à sa dénonciation calomnieuse. Voilà. Une fois que j'ai établi ça, j'aimerais dire les faits suivants. Ce qui s'est passé à Baham aujourd'hui
est vraiment quelque chose de regrettable. Hein, est quelque chose de regrettable. Aucun Camerounais, n'oubliez pas que c'est comme ça que la crise anglophone a commencé. La crise anglophone a commencé exactement comme ça. Aujourd'hui, regardez où est-ce qu'on en est. On en est dans le crépitement des armes. Je pense qu'il faudrait qu'on dise les choses clairement. Le gouvernement camerounais doit comprendre qu'on ne peut pas résoudre un problème politique avec l'usage de la violence. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Moi, j'ai regardé quelques minutes, pas tout, j'ai regardé quelques minutes du reportage fait par Norbert Fandio avec le BI dans la zone anglophone, dans le NOS. Et j'ai écouté le général Cavalet. Alors, il disait que au début, c'était des petites personnes comme ça qui sortaient défiler dans la rue, qui étaient mécontents et qui exprimaient leur mécontentement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est des bandes armées, des bandes lourdement armées, professionnalisées avec des armes automatiques qui ne sont plus des fusils de chasse traditionnels, qui sont des armes automatiques, des roquettes, etc. etc. Et qu'avec ces armes automatiques, ils arrivent aujourd'hui à faire mal à l'armée, à venir même dans la ville, hein, s'aimer le trouble. Voilà. Donc, lui-même, il l'a reconnu. Donc, vous comprenez donc qu'à partir du moment où c'est des bandes armées avec des armes de poing, lui-même, Nkavaler, c'était un aveu d'impuissance. Ça veut dire qu'il reconnaissait en disant, voilà, nous avons près d'une quarantaine de chefs militaires, de sécessionnistes, qui quadrillent la zone anglophone. Cela nous est très difficile de venir à bout d'une personne. Tout ce que nous on espère maintenant, c'est de tuer les chefs militaires pour la reddition. À ce moment, c'est dur parce que où tu es un, il y aura un deuxième, il y aura un troisième, etc. etc., etc. Pour que l'armée camerounaise puisse venir à bout de ces 40 chefs militaires et de tous les gens avec qui ils se battent, à moins qu'ils utilisent des armes de destruction massive comme des armes chimiques, ça va être difficile. Alors, comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là parce qu'il y a une cécité, il y a une surdité politique. On a refusé de dialoguer. On a interdit le consortium. On a arrêté les membres, on a mis en prison. On a contraint certains en exil. On a empêché les médias camerounais de parler encore de la crise anglophone. Mais du coup, à partir du moment où on empêche le mode d'expression pacifique, ça vit au mode d'expression violent. Et personne n'a le monopole de la violence. Personne ne peut contrôler l'usage de la violence. Résultat des courses aux nozo aujourd'hui, on est dans la violence. Et on n'en sortira que par le dialogue. Le gouvernement camerounais peut faire un semblant d'élection parce que quand vous lisez certains documents écrits par les États-Unis, en l'occurrence la documentation militaire, ils disent que les forces sécessionnistes au Cameroun contrôlent 80% du territoire. L'armée camerounaise n'est que dans les grandes villes, c'est-à-dire que Bamenda, Boya, Kumba, et on peut comprendre pourquoi ces gens n'attaquent pas les grandes villes. En fait, ils ne veulent pas détruire les commerces, les banques, les buildings qui permettent encore d'entretenir et qui sont les efforts qu'ils ont consentis pendant des années. Donc, la solution, c'est le dialogue. Il n'existe nulle part au monde un endroit où les gens ont procédé à proposer un problème politique et qui a été résolu par l'option militaire. Nulle part. Regardez même en Indonésie, une petite île qui réclamait son indépendance. Cela s'est terminé bien par un dialogue politique. Alors on a donné une très très large autonomie à ces gens avec Zanana Gusmao, puisqu'ils étaient plus d'expression lusophone. Donc, nous devons être vigilants. Les événements de Baham, ce que moi je pense, et ce que je dirais aux Camerounais, c'est qu'il y a deux hypothèses. Soit on est dans la manipulation de celui qui a fait ça, et il fait ça commandité, ça permet d'accentuer la répression et ça permet de justifier en disant voilà, les marches sont interdites parce que ça tourne à l'insurrection. D'ailleurs, vous voyez que Abraham, comme par hasard Abraham, chez Maurice Kamto, comme par hasard, Abraham, où est originaire le grand leader de l'opposition, des personnes ont vu leur véhicule brûler, voilà. Ça, on appelle ça un alibi. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que ça peut aussi être vraiment des membres de famille qui viennent dire, bon, voilà,
qu'on prenne nos enfants qui ici vont au champ, qui ici vont à l'école, qui ici travaillent et nourrissent nos familles pour les enfermer parce que quelqu'un serait venu indiquer leur maison, nous allons le punir. Bon. Donc, je pense que là-dedans, c'est l'occasion pour nous ici de dénoncer les méthodes dignes de la Gestapo. Hein? La Gestapo en France, on a vu ça en France, par exemple, sous l'occupation, dans les villes comme Lyon, où la Gestapo, qui était la police secrète allemande, utilisait, contraignait des Français qui n'étaient pas à dénoncer les résistants. Elle contraignait les Français à dénoncer les Juifs, à dénoncer les résistants, à dénoncer les gens qui étaient partisans du général de Gaulle. Non, la Gestapo venait dire, il y avait des gens qui étaient des partisans du général de Gaulle, qui se battaient contre l'occupation. Il y avait aussi des Juifs qui étaient la cible privilégiée de Hitler. Donc la Gestapo, qui était la police politique allemande, contraignait les personnes dans les quartiers sous peine d'expédition punitive à dénoncer, à arrêter, voire livrer aux autorités. Voilà. La question est la suivante. Est-ce que c'est le rôle de la population civile de faire des dénonciations anonymes, calomnieuses, ou bien c'est le rôle des forces de sécurité de mener une enquête? Qu'est-ce qui empêche les forces de sécurité d'adresser une convocation à quelqu'un si elles pensent que la personne a produit des voies de fait, par exemple, et aller marcher dans la rue et a cassé? On le convoque au commissariat, on l'entend, on ouvre une enquête, on établit les faits, on le confronte, et puis voilà, on transfère le dossier sur le procureur de la République. Lorsqu'on vient maintenant dans les quartiers où les communautés vivent en paix, ou vivent paisiblement depuis plusieurs années, les contraindre maintenant à se dénoncer les unes les autres, est-ce qu'on ne voit pas que ça fait naître une animosité qui va durer pendant longtemps? Parce que imaginez que vous dénoncez l'enfant de quelqu'un et que l'enfant de quelqu'un qui avait par exemple sa quincaillerie, qui arrivait à nourrir 20 personnes, soit arrêté, enfermé, et que ses affaires tombent et qu'il sorte de là après 5 ans. Que pensez-vous que sa famille va faire? Que pensez-vous que ses frères et sœurs vont faire? Ça peut faire naître des esprits de vengeance. Est-ce que c'est le rôle du politique ou bien des forces de sécurité d'amener les Camerounais à se détester? En quoi est-ce qu'une telle attitude concourt à la construction de la paix, surtout qu'il s'agissait des marches pacifiques? On voit des marches pacifiques en Côte d'Ivoire, on voit des marches pacifiques en RDC, on voit des marches pacifiques en Afrique du Sud, on voit des marches pacifiques en Tunisie, on voit des marches pacifiques en Égypte. On n'a pas besoin de sortir du continent africain. On voit des marches pacifiques au Nigeria, on voit des marches pacifiques au Bénin, on voit des marches pacifiques au Sénégal. On en voit partout. Alors pourquoi faudrait-il qu'il y ait la casse, des dénonciations, des arrestations faciès au Cameroun pour une simple affaire de marche pacifique? Ça veut dire sans armes, ni armes blanches, ni armes de guerre. On peut encore comprendre que les forces de l'ordre peuvent être inquiets, parler d'insurrection quand il y a des armes blanches, mais pas quand il y a des armes de guerre. Donc, ça c'est important de le dire. C'est important de le dire. Donc, les méthodes comme celle-là qui consistent à pousser les populations à la dénonciation calomnieuse sont dangereuses parce que ça va générer dans les quartiers de la haine. S'il est avéré que l'incendie du véhicule de ce notable Baham venait de l'extérieur, il faut aussi comprendre que la vengeance, là, si elle s'opère, ça ne peut pas se limiter seulement à des incendies. D'autres peuvent même mandater quelqu'un pour vous empoisonner, pour vous faire du mal. D'autres peuvent vous garder dans sur 10, sur 20 ans, et vous réglez votre compte. Donc, on voit donc l'attitude du gouvernement camerounais qui consiste à dresser les populations civiles les unes contre les autres par des dénonciations calomnieuses, ouvre la voie à des règlements de compte du genre vendetta. Et c'est très dangereux. Et ça, nous devons le dénoncer. Nous devons le dénoncer. Ce qui s'est passé à Baham est la conséquence de l'attitude du gouvernement qui a consisté à dresser les populations ou les communautés dans les quartiers. Alors, hier, on disait, oh, c'est les bassards qu'on a utilisés pour arrêter tous les militants de Cabral Libye. Parce que vous savez vous-même que Cabral Libye, c'est un ancien indique. Ce n'est pas un secret. Hein, ce n'est pas un... Cabral Libye, ce n'est pas un politicien. C'est un informateur de la police qu'on a recyclé en politicien. Et la tendance démontre bien que son parti
est une officine et en même temps a une tendance à former des miliciens. Nous sommes en possession de beaucoup d'évidences, de vidéos, des vidéos que les gens ont pris à partir de leur balcon, de leur étage. Et je demande là, j'en profite là pour demander à ceux qui ont des vidéos comme ça de continuer à les remonter, parce qu'elles doivent être remontées à des organisations de droits de l'homme. Cabral Libby n'est pas au-dessus des lois. Si un matin, il peut avoir une enquête pour établir sa part de responsabilité au cas où il y a mort d'homme au Cameroun. S'il y a mort d'homme au Cameroun et que ça débouche sur un génocide et qu'il faut éluder, voilà, dans un procès international, M. Cabral Libby peut se retrouver dans le box si les enquêtes démontrent que, voilà, il a utilisé des militants de son parti, non plus comme militants politiques, mais comme miliciens dans les quartiers, soit pour dénoncer les maisons des gens, soit pour arrêter les gens, soit pour bastonner, alors même que la police et l'armée ne faisaient pas ce travail en route. Voilà. Donc, je pense qu'il faudrait que les Camerounais collectent toutes ces évidences-là et les gardent précieusement, parce que le droit international, à un moment ou à un autre, va passer au Cameroun. Le droit international va passer. D'ailleurs, les gens comme la Tangandi, je n'entre pas dans certains détails ici, sont devenus un peu calmes parce qu'ils comprennent très bien que le droit international va passer. Le droit international va passer. Donc, ils ne veulent plus trop s'exposer. Ils comprennent qu'ils ne veulent pas payer pour tout le monde. Donc, il faut faire attention. Voilà. Je le dis aussi à l'attention des gens de Cabral Libby, là. On est en train de pousser devant et eux-mêmes, ils ne savent pas dans quoi ils sont en train d'aller. Ça peut coûter cher à l'avenir. Donc, nous devons dénoncer les méthodes qui consistent à dresser les communautés les unes contre les autres dans les quartiers. Ce sont des méthodes dignes de la Gestapo de Lyon. Ce sont des méthodes qui n'ont pas lieu d'être. Et ce sont ces méthodes qui produisent ou produiraient ce que nous avons vu à Baham. Encore une fois de plus, je dis aux gens, rien ne prouve qu'il s'agit d'un règlement de compte. Parce que le monsieur lui-même peut faire ça. Les gens du RDPC même peuvent faire ça. Comme par hasard, ça se passe à Baham. Alors qu'il y a eu des dénonciations calomnieuses partout. Ça se passe à Baham. Et la conséquence de ça, c'est que ça concourt à mettre les gens sur la défensive. Voilà. Donc, je pense que j'ai essayé d'expliquer ça très, très bien. Donc, j'ai terminé le premier point. Je vais prendre un peu les commentaires des gens. Bonjour, Négue Gervais. T6 Soleil dit pourquoi je n'arrive pas à partager ce direct. Il faut sortir du direct et rentrer à nouveau. Négue Gervais, on va parler de la région de l'Ouest, ça viendra. On s'occupe un peu de l'actualité aussi. Un mot pour les compatriotes rapatriés des USA. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Moi j'ai ma petite idée sur les gens qu'on a rapatriés des USA. Mais je ne peux pas dire certaines choses ici dans un live. On en parlera peut-être hors du live. Voilà. Edmond Hilaire Barézy Franco dit que c'est Tangandi qui a brûlé ses voitures pour créer une psychose. Voilà, Edmond créé une psychose et lancé la chasse aux sorciers pour empêcher l'embrasement qui a commencé à Bafang. Voilà. Edmond Hilaire Barézy Franco, je ne dis pas que ce que tu dis est vrai, mais je dis, faisons attention. On connaît la capacité de manipulation des autorités camerounaises. S'ils excellent dans un domaine, au moins c'est celui-là. Parce que j'ai vu les gens s'enflammer là sur la toile. Comme tu dis, c'est Tangandi qui a brûlé ses voitures pour créer une psychose et lancer la chasse aux sorcières pour empêcher l'embrasement qui a commencé à Bafang. Il est bien connu à Baham et les gens ne peuvent pas pointer le doigt sur lui juste parce que sa tête ne plaît pas au village. Les faits sont avérés. Bon, voilà. Donc, faisons attention, faisons attention. Il peut y avoir de la manipulation où on vient brûler cette voiture-là, on lui remet du neuf, et puis on utilise ça pour mettre ça sur le compte d'un parti politique. Voilà. C'est pour ça que moi, j'adhère au communiqué de Henri Djoko qui ce matin a dit, voilà, le MRC c'est un parti de paix et n'endosse pas ou n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Baham. Voilà. Merci à Oranger dit merci monsieur, vous parlez très bien. Ah, je vous remercie. Luc Bouglobom dit c'est le but recherché par le régime diabolique. Voilà.
Bah, Eugène Gondi dit l'incendie ne vient pas du gouvernement. Eugène Gondi, quelle est l'évidence que tu as que l'incendie ne vient pas du gouvernement? Tu connais la capacité de manipulation de ces gens? Hein? Il y a des choses que je ne peux pas dire ici parce que je ne veux pas citer certaines personnes. Moi, j'ai des gens dans ma famille qui étaient des officiers à la retraite aujourd'hui, des membres de commandement, des corps comme la gendarmerie, qui ont même dû partir à la retraite anticipée parce qu'ils refusaient de faire des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on envoyait on envoyait des hommes en tenue aller commettre des actions comme ce que tu as vu là. Il faut faire attention. Il y a beaucoup de manipulations dans un contexte. Pourquoi c'est seulement à Baham? On a dénoncé les gens à Banjul. On a dénoncé les gens à Bouddha. On a dénoncé les gens à Babajou. On a dénoncé les gens à Bafoussam. On a dénoncé les gens partout. Pourquoi c'est seulement à Baham qu'on va brûler la maison de l'autre? Faisons attention à la manipulation. Hein. Faisons attention. Le deuxième point dont je voudrais parler, c'est la taxe sur les téléphones portables. La taxe sur les téléphones portables, je n'entre même pas dans le détail de la loi. On a vu vous avez vu, j'ai partagé sur ma page le communiqué du député Jean-Michel Nintieux, député SDF, qui tençait le gouvernement sur la taxe sur les téléphones portables. Le gouvernement camerounais dit qu'il a institué une taxe. Il a institué une taxe sur le téléphone portable qui fait que désormais, les téléphones portables ne seront plus dédouanés à l'entrée. Donc, et Jean Gondi dit, le pourrissement a même tardé au regard de l'histoire du pays. Les rébellions se font toujours comme contre les notables. La même chose se passe dans le graphie anglophone. Je sais que la lutte est plus structurée à Baham et Bafam. Bon. Je dis encore que faisons attention à ce qui s'est passé à Baham. Il ne faut pas que les gens s'emportent rapidement. Le gouvernement a plus d'une clé dans sa poche pour manipuler les Camerounais. Donc, faisons attention. À propos de la taxe sur les téléphones portables, vous avez tous vu le texte de décret de Motazé qui dit que désormais, tous les supports comme les téléphones portables, les tablettes, etc., seront soumis au paiement de droits de douane et de TVA. Je pense qu'on a exonéré de la TVA, mais ça paiera les droits de douane de 33%. 33% de droits de douane, donc à payer. Et les droits de douane ne seront plus payés par l'importateur, c'est ça qui est marrant, alors qu'il y a tous les moyens au gouvernement camerounais pour pouvoir s'assurer que les importateurs payent les droits de douane. Ils disent que les droits de douane seront payés maintenant à l'entrée dans le pays et ce sera payé au moment où vous activez votre puce. C'est-à-dire que vous allez chez l'opérateur, vous achetez votre puce, vous activez, on va vous demander de payer vos droits de douane, etc., etc., etc. Alors le gouvernement avance la raison que c'est pour les raisons fiscales. Bon, moi ça m'a fait un peu rire. Ça m'a fait un peu rire parce que si le gouvernement camerounais veut empocher la fiscalité sur les téléphones portables, c'est pas compliqué. Il donne des incitations, des accompagnements et il en a les moyens à des opérateurs, des hommes d'affaires camerounais pour qu'ils construisent une usine d'assemblage de téléphones. Non. Ces hommes d'affaires, une fois qu'ils vont importer les composantes, vont payer la taxe sur les composantes et une fois qu'ils vont assembler le téléphone, le mettre à la vente, vont payer la TVA, etc., 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 la taxe sur la valeur ajoutée en fait créée, et cela va rapporter plus à l'État. C'est-à-dire que la taxe sur les composantes peut remporter 33% de droits de douane, et la TVA, voilà, et l'impôt sur le revenu, etc., etc., plus des emplois créés. Donc, économiquement, le vrai projet, si le gouvernement estime que le marché du téléphone portable est un marché qui est arrivé à maturité et qui est un marché dynamique, le gouvernement devrait encourager, comme on a vu Kagame faire au Rwanda, le gouvernement devrait encourager des Camerounais à créer une usine d'assemblage, une ou deux usines d'assemblage de téléphones portables, étant entendu qu'ils peuvent assembler au Cameroun et même exporter dans les pays voisins comme le Nigeria, le Tchad, la Centrafrique, la Sao Tomé, Guinée équatoriale, RDC, Gabon, Congo, etc., etc. Donc, le vrai projet, le projet qui est économiquement viable, c'est la construction d'une usine. Et ça peut se faire en 6 mois. Voilà. Deuxièmement,
L'usine peut assembler plusieurs modèles et les téléphones assemblés dans l'usine seront nettement moins chers. Et à partir de ce moment, l'État a les moyens de recouvrer pas seulement les droits de douane, mais la TVA, l'impôt sur les revenus, l'impôt sur le travail des personnes physiques et divers autres taxes, l'impôt sur les sociétés. Alors, pourquoi le gouvernement ne fait rien pour encourager des hommes d'affaires à construire des unités d'assemblage de portables, alors que les petits pays comme le Rwanda en ont une? Mais subitement, fait venir un opérateur privé, je dis bien privé, qui va manipuler les données privées des personnes. Ça veut dire que cet opérateur privé, on se retrouve aujourd'hui avec les opérateurs de téléphonie, Orange, MTN, Nextel, Camtel, qui détiennent des informations, qui collectent des informations sur les personnes privées, notamment pour leur délivrer une puce de communication. Et en plus, on va se retrouver avec une entreprise qui va enregistrer des informations clés sur votre téléphone ou sur votre tablette, soit disant que c'est pour permettre de payer les droits de douane petit à petit. Voilà. Donc vous payez hors taxe et puis vous dédouanez. Moi, je dois dire que je ne crois pas du tout que ce soit pour rentrer des impôts dans les caisses d'État. Je n'y crois pas un seul instant. Je n'y crois pas. Je crois que le gouvernement camerounais s'est rendu compte aujourd'hui, quand vous regardez la chute de l'audience de Canal 2, quand vous regardez la chute de l'audience de la CRTV, quand vous regardez la chute de l'audience de STV, quand vous regardez la chute de l'audience de LTM, quand vous regardez plusieurs petits télés, etc., qui existaient, qui ont chuté complètement, l'audience a été laminée. Le gouvernement a très bien compris. Si vous voulez, ceux qui ont grandi, ceux qui sont de ma génération, qui ont grandi au Cameroun, savent très bien qu'avant, les Camerounais, pour s'informer, ils achetaient la presse privée. Ils achetaient Le Messager, ils achetaient La Nouvelle Expression, ils achetaient Challenge Hebdo, à l'époque, ce qu'on appelle la Sainte Trinité. Et puis avec Cameroun Tribune. Le gouvernement camerounais ayant constaté que la presse privée, écrite, qu'elle a longtemps combattu, on ne compte pas le nombre de journalistes au Cameroun qui sont allés en prison. Tant les Punjaouis, tant ils sont nombreux à avoir fait la prison. Non, le gouvernement camerounais a donc utilisé une technique pour affaiblir la presse privée. En l'occurrence, en multipliant ce qu'on appelle la presse de Hilton. Ça veut dire une presse à gage qu'elle-même elle a financée. Bon. Sauf que l'évolution de la technologie a fait que progressivement, on a généralisé les radios FM. Les radios FM sont arrivées. Le gouvernement a utilisé encore, on a bien vu comment ils ont distribué les licences au compte-gouttes. Ils ont refusé la licence à Punjaoué. Ils l'ont donné à Severin Tchunke. Ils ont distribué les licences à la télévision, des gens qui faisaient la télévision. C'est-à-dire qu'on a pris les chatués qui faisaient le bali-bali, qui étaient les commerçants. On les a mis dans la télévision et ils nous ont fait une télévision vraiment genre série télévisée, voilà. Pas une télévision pour éduquer les Camerounais, mais une télévision pour abrutir les Camerounais. Ça veut dire que on tournait les fesses toute la journée, les clips, on tournait les fesses, après les séries télévisées, un peu d'informations tronquées, beaucoup de propagande et de mensonges. Et ça a donné lieu à une télévision qui en fait n'éduque pas les Camerounais, qui abrutit les Camerounais. Je le dis parce que moi j'ai grandi dans un pays comme la France où nous on a vu la télévision qui éduque les Camerounais. On a vu des télévisions comme M6, qui sont des télévisions qui éduquaient les Français. Avec les E est égal à MC carré, des émissions comme ça. Avec les cultures pubs, des émissions comme ça. Des émissions comme Capital, de Emmanuel Chien, qui a beaucoup éveillé les Français au plan de vue économique, à démocratiser l'économie pour les Français. La finance, l'industrie, le commerce, la distribution, le tourisme, les voyages, l'énergie, comment on décide dans les ministères, les couloirs de la gouvernance, etc., etc. La télévision a beaucoup participé à l'éducation des personnes en France. Beaucoup. À la culture politique, à la culture générale même des personnes. Avec des télévisions comme M6. Moi, je regardais beaucoup M6. E est égal à MC carré. E est égal à MC carré. Ils avaient Culture Pub, Thomas Hervé, Christian Blachard. Ils avaient Capital, Emmanuel Chien.
Et puis, ils avaient une autre émission là, présentée par, oh, j'ai oublié, c'était le dimanche soir. D'ailleurs, il va devenir, c'est le monsieur va devenir par la suite directeur de France 2. Oh, j'ai oublié là. C'était une émission de reportage documentaire. Donc, les gens se sont énormément. Donc, il y avait des documentaires, il y avait des émissions sur la science, des émissions sur l'économie, des émissions sur la culture. Après, vous avez eu une télévision comme la 5 et Arte, surtout Arte. Hein, Arte avait ses documentaires théma. Ça veut dire qu'ils avaient, je crois que c'était le mercredi soir, ils avaient des documentaires comme théma où on projetait beaucoup de choses instructives. Des documentaires où on nous montrait déjà en 1996-98 ce que ça devait être la Chine d'aujourd'hui, où on nous parlait déjà des nouvelles technologies, où on nous parlait de la Silicon Valley. On montrait beaucoup de choses. On éduquait les Français, on préparait les enfants. On faisait des débats politiques où les politiciens venaient parler des questions d'éducation, des questions d'environnement. Jamais les questions de l'écologie en France n'auraient été ce qu'il a été s'il n'y avait pas eu des émissions comme la 5 Arte. Hein, il y avait des émissions qui jetaient un regard sur les médias, voilà, critiquer les médias. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, de très bonnes choses d'ailleurs. Regardez par exemple des émissions comme là où Mimi Mefo s'est retrouvé en Allemagne, là, DW, la chaîne publique allemande, là. Allez sur leur compte YouTube, vous regardez le nombre de documentaires intéressants, instructifs. Voilà. Moi, j'ai regardé dernièrement le général Colin Powell qui disait aux Américains, écoutez, le danger de la télévision américaine, c'est que tout c'est à propos des stars, du star. Mais que lui, il apprend beaucoup de choses quand il regarde des télévisions comme France 24, quand il regarde des télévisions comme Euronews, quand il regarde des télévisions comme China, General Network TV, Al Jazeera, Russia Today, RT, voilà. Donc, la télévision est un instrument d'éducation. Malheureusement, notre gouvernement, pour abrutir les Camerounais, a donné la licence, non pas des gens comme Punjawe, qui auraient utilisé la télévision pour renforcer la culture démocratique des Camerounais, mais on a donné la télévision à des commerçants comme Chatué qui ont utilisé ça pour faire du commerce. C'était les clips, on tourne les fesses, les séries télévisées latino-américaines, etc., etc., quelques séries camerounaises, et puis vraiment des débats politiques à la con. Non. Donc, ça fait que pendant longtemps, ça a contribué à l'endormissement de la jeunesse camerounaise. On ne lui a pas parlé des problèmes d'emploi, on ne lui a pas parlé des problèmes d'éducation, on ne lui a pas parlé des problèmes d'environnement, on ne lui a pas parlé des problèmes de santé, on ne lui a pas parlé des problèmes de liberté publique, on ne lui a pas parlé des problèmes d'urbanisation, on ne lui a pas parlé des problèmes de sécurité, on ne lui a pas parlé des problèmes de modernisation de l'administration, bref. C'est les choses qui constituent les problèmes qui sont le quotidien des Camerounais. Les Camerounais ne savent rien de l'économie de leur pays, ne savent rien de l'agriculture de leur pays. Il y a quelques velléités dans des chaînes comme les STV. Et pour que le gars arrive à produire l'émission, il faut qu'il trouve un sponsor. Et parfois, si le sponsor n'est pas intimidé, il peut survivre quelques temps en attendant qu'il se fait balayer. Donc, tout ceci pour dire que pendant longtemps, il n'y a pas eu une vraie politique dans notre pays pour pouvoir développer des médias et les mettre aux standards internationaux qui produisent une information qui permet d'éduquer la population. C'est soit la propagande de la CRTV, soit la propagande que les médias contrôlent, soit la haine tribale. Quand vous voyez une chaîne comme LTM, c'est aujourd'hui le centre de la haine tribale communauté Sawa contre communauté Bamileke. C'est-à-dire qu'on a récupéré Dinali. Certains notables Sawa que je ne vais pas citer ont récupéré Dinali et ont utilisé sa télévision maintenant en plaçant Elimbi Lobela pour faire la propagande de la xénophobie contre une communauté, en l'occurrence la communauté Bamileke, dans la région du littoral. Simplement parce qu'ils voudraient que tous les postes de responsabilité qui vont arriver soient des postes réservés aux Sawa. Comme ça, ils vont faire comme Tonin, qui a été délégué du gouvernement pendant 15 ans, qui n'a même pas pu mettre les toilettes publiques dans un marché, parce que tout l'argent qu'il a volé, avec les gens comme les Reloanou, au marché central, etc., etc., ils se sont bien servis sur le dos des pauvres commerçants. Quand une femme comme Aline Magedjo a voulu ouvrir sa bouche, on a scellé sa boutique. On a liquidé son fonds de commerce. Non. Ils se disent, voilà, il faut que nous aussi on s'asseye là pour manger. Mais moi, je leur dis une chose. Je vous dis, dans 20 ans, vous allez voir comment les choses vont s'inverser. La région de l'Ouest va prendre va accélérer son développement dans les 5 années qui viennent. Avec ou sans changement dans notre pays. Les gens vont commencer à investir. Il y aura un gros travail qui va être fait d'éducation de nos élus locaux, d'éducation de nos maires, d'éducation de nos élites, d'éducation de nos populations, d'éducation de nos entrepreneurs,
qui va faire que dans les 5 années qui viennent, vous allez voir, je le dis parce que je cause avec beaucoup de nos élites qui nous disent c'est bien, il faut continuer comme ça, il faut même d'ailleurs améliorer la qualité de la diffusion de tes présentations et continuer comme ça, venir dans les conversations Zoom dans nos cercles d'élite, nous instruire et nous allons prendre les décisions qu'il faut. Et beaucoup ont déjà des projets dans les cartons qui devaient être réalisés à Douala qui commencent à transférer à l'Ouest. Comme ça, on verra si demain, quand la population de l'Ouest sera multi-ethnique, s'il n'y aura pas des enfants qui viennent d'ailleurs, qui auront envie de briguer aussi les responsabilités là-bas. Voilà. Donc, c'est ça. On a utilisé la télévision pour abrutir les gens. On a utilisé les radios, pas pour éduquer les gens. Ça a été vraiment, ça n'a pas été au niveau. Moi, j'ai connu les radios en France comme Europe 1. Quand on disait la nette économique, il y avait des émissions sur la culture. Les France Culture. On a connu des émissions comme les France Culture, France Loisir, je crois, où il y avait des émissions sur la culture, sur la littérature, hein, sur la science, sur les arts. Hein. Il y avait des émissions sur l'économie. Les Arcel de Tarlé, moi je me rappelle encore en France, c'est eux qui donnaient la parole des chefs d'entreprise pour qu'on brise cette histoire où c'était toujours des politiciens, des syndicalistes, etc. Ils donnaient la parole aux chefs d'entreprise pour que les chefs d'entreprise donnent eux-mêmes leur vision sur les affaires du pays. Ça a beaucoup contribué à émanciper le capitalisme français. On n'a pas retrouvé ça chez nous. La télévision chez nous, dans aucun pays sérieux, on ouvrirait les antennes de télévision à monsieur comme Elie Milobert. La télévision chez nous, c'est un endroit où quelqu'un se lève au quartier, il est chômeur, il part au marché Nkololo, il achète un costume à 2000 francs, il lave, il repasse, il met sur lui, il vient à la télé, il commence à raconter n'importe quoi, il insulte les gens. Il n'y a pas un contenu. Regardez même le background des gens qui s'expriment. Donc, c'est important qu'on puisse passer à autre chose. Or, le gouvernement camerounais a bien senti d'abord une chose. C'est que le gouvernement camerounais n'a pas fait d'efforts pour développer les infrastructures qui permettent aux radios et aux télévisions de diffuser, d'être visibles partout. Ni le satellite, ni le câble, ni les faisceaux hertziens, bref, ils n'ont pas fait d'efforts de développer ça. Ce qui fait que, pour moi qui connais bien le Cameroun, la CRTV, vous pouvez voir la CRTV, Douala, Yaoundé, les chefs-lieux de province, encore peut-être les chefs-lieux de département, mais au-delà, il n'y a pas la CRTV. La même chose pour Equinox. Pour ceux qui n'ont pas le satellite, machin, les histoires comme ça, là, vous ne voyez pas. Donc, le gouvernement camerounais n'a pas fait d'effort. Or, entre-temps, il y a eu l'installation de la fibre optique avec la construction du pipeline, il y a l'arrivée du satellite, il y a le fait que les opérateurs de téléphonie mobile ont installé des pylônes un peu partout, plus que le gouvernement camerounais, et ont couplé maintenant les offres de téléphonie aux offres d'Internet. Il y a le fait qu'ici aux États-Unis, Amazon et Facebook les GAFA, comme on les appelle, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, ils sont en train de travailler sur un projet qui consiste même déjà à lancer des satellites. Voilà. Et avec ce lancer des satellites-là, où que vous soyez dans le monde, dès que vous créez votre compte Facebook, Facebook vous donne une connexion Internet automatiquement. Dès que vous avez un compte Google, Google vous donne une connexion Internet. Donc, dans les décennies qui vont arriver, Internet ne sera plus payant. Je vois les gens au Cameroun qui disent, bon, voilà. Et il y aura même la technologie. Vous n'avez pas besoin d'une puce de téléphone. Parce qu'ils vont utiliser même ils vont utiliser une technologie là, j'ai oublié. Non, ce n'est pas CDMA. Ils ont une autre technologie là qu'ils ont déjà labellisée, qui va faire qu'à peine vous avez un compte, vous pouvez avoir un Wi-Fi et vous connecter sur leur satellite et avoir Internet. Ça, c'est pouvoir augmenter le nombre d'utilisateurs de Facebook dans le monde. Donc, ils sont déjà en train de lancer les satellites ici, là. Je pourrais vous montrer les documentaires, c'est des bases tenues secrètes, c'est des projets tenus secrets et hyper contrôlés par le gouvernement américain. Donc, ça veut dire que dans les années qui viennent, le nombre de Camerounais, sur 30 millions de Camerounais, il y aura peut-être 60 ou 70 millions, voire 80 millions de tablettes et téléphones portables. Et ces tablettes et téléphones portables seront désormais des supports de diffusion. Comme la télévision est un support de diffusion. Quand vous allumez votre télé, vous pressez 1, CRTV, 2, Canal+,
3, Canal 2, 4, Equinox, 5, STV, 6, etc., etc., etc. Votre téléphone portable sera aussi un support de diffusion de la télévision à travers YouTube, à travers Instagram, à travers Facebook, qui sont les 3 plateformes majeures de diffusion, puis Snapchat peut-être, de diffusion majeure des contenus. Et à partir du moment où ces 3 plateformes seront des plateformes de diffusion majeures, ça va donner, et ceux qui vivent aux États-Unis peuvent voir comment Google a des coachs qu'ils payent pour parcourir l'Amérique et former les jeunes à la création de contenus sur Google, sur YouTube, des contenus attractifs, des chaînes de télévision, des chaînes de débat. Et aujourd'hui, on commence à coupler ça à Zoom, des directs, etc., 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 qui font que le particulier va reprendre en main le contrôle de l'information. Les gouvernements pourront difficilement contrôler l'information. Pourront peut-être contrôler les activités criminelles parce que c'est visible, mais ne pourront plus contrôler l'information sur les réseaux sociaux parce que c'est des êtres humains comme vous et moi qui pourront faire l'information. L'une des raisons pour laquelle je ne fais plus trop les lives en ce moment, c'est parce que j'ai commandé du matériel en Chine et j'attends pour installer un studio aussi. J'aurai un studio bien propre. Je vais faire une mini-formation de 6 mois aussi pour apprendre comment faire la télé. Et on va commencer à travailler, à expliquer beaucoup de choses. On va même passer des accords avec des Américains ici, s'ils nous donnent l'autorisation, pour qu'on puisse prendre certaines émissions cultes ici aux États-Unis, comme un gars comme Marcus. Il y a un gars qui est installé ici à Chicago. C'est un Américain d'origine libanaise et qui tourne une émission sur, voilà, sur les... On va voir si on peut prendre le signal de ça et diffuser. On va voir ce qu'on peut le payer et diffuser, sous-titrer en français pour que les Camerounais voient les dessous de l'économie. Donc, ça va se jouer sur les réseaux sociaux. Ça va se jouer sur les réseaux sociaux qui vont dépasser la télévision. Surtout dans un pays comme le Cameroun. Ça veut dire que quand le gouvernement sait que demain, quand il y aura 50 millions de tablettes et téléphones portables, les 50 millions de tablettes seront les supports de diffusion des dizaines de chaînes Web TV sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Comme vous voyez aujourd'hui, les JMTV+, de Jackie Moafo, les médias de Africa, les talk radio, on en aura de plus en plus. Et c'est là que ça va se jouer, c'est là que ce sera les enjeux. Les présentations. Les gens ne vont plus aller forcément sur les plateaux de télévision. Surtout quand vous êtes déjà comme les députés à Tongo, où bon, on vous a donné votre part, vous l'utilisez maintenant à la télévision, quelqu'un vient critiquer un peu le gouvernement, vous ne l'invitez plus, hein, ou bien vous l'appelez, vous lui dites qu'est-ce qu'il a l'intention de dire. Il dit qu'il a l'intention de critiquer le gouvernement, vous lui dites non, vous le remplacez par quelqu'un d'autre. Ça va faire que désormais les gens vont créer leur propre contenu. Ça va changer aussi le paradigme parce que à l'heure où le gouvernement n'a rien fait pour investir dans l'Internet à haut débit, on va passer bientôt dans un pays comme les États-Unis à la 5G, donc à la 5G. Et à partir du moment où on va passer à la 5G, Internet sera très rapide en termes de téléchargement des images, des contenus, etc., etc. À partir du moment où on va passer à la 5G, ça va faire que le gouvernement aura du mal parce que l'information va circuler de plus en plus vite. Les gens dans la diaspora qui se forment, et je peux vous dire que les gens se forment aujourd'hui, pour faire ils vont proposer des programmes qui seront similaires à des programmes de télévision. Vous comprenez bien qu'un garçon qui a étudié à l'université de Stanford aux États-Unis, en économie, en finance, il sera à même de mieux éclairer les Camerounais avec sa chaîne sur YouTube que ne le fait par exemple la CATV sur l'économie du Cameroun. À partir de ce moment, ce n'est plus le gouvernement qui va contrôler le contenu. Ça veut dire que comme ils avaient mis les moyens pour créer plein de presse du Hilton là, personne ne va plus lire ça. Personne ne va plus lire ça. Les gens vont lire les posts que les gens font sur Facebook, les gens vont lire les posts, les vidéos que les gens font sur YouTube, les contenus vidéo vont se professionnaliser. Je vous dis que YouTube et Facebook sont en train de distiller des formations aux États-Unis pour aider les gens à professionnaliser leur contenu. C'est-à-dire que moi, par exemple, il me voit, il dit voilà, pourquoi, what if si tu, par exemple, mettais un papier peint, si tu faisais ci, tu prenais une caméra Sony à tel machin, pixel, etc., l'image sortirait plus propre, tu ferais ci, tu ferais ça, tu améliorerais le décor comme ça, et là, bam, ça devient comme une télévision. Et en permanence, même, tu peux même transmettre, etc., etc. Il y a des télévisions comme les médias de Africa qui arrivent avec des programmes intéressants, etc., etc. Donc, ils vont bientôt proposer des documentaires. Donc, ça fait que le gouvernement voit très bien
que l'arrivée des tablettes, l'arrivée des téléphones portables vont lui permettre d'échapper, va perdre le contrôle de l'information. Ça voudrait dire, et je comprends leur peur, que Calibri peut par exemple faire un live en disant « Je demande aux Camerounais de descendre dans la rue » pour que son live en 2 heures de temps atteigne 10 millions de Camerounais. Parce qu'il y a 80 millions de tablettes qui se baladent dans le pays, 10 millions de Camerounais. Et les 10 millions de Camerounais, le gouvernement s'est dit, tiens, si 1 million sort, ben on est dans la merde. Donc, ce qu'ils vont chercher à faire, c'est de contrôler les tablettes. C'est de contrôler les tablettes. Donc, d'où le fameux code qu'on vous demande, etc. Donc, ils vont créer un fichier parallèle pour essayer de lister tout ce qui entre comme téléphone, etc. dans le pays. La Libye, c'est la collecte des taxes. Non. Moi, je voulais dire au gouvernement camerounais que c'est vraiment dommage parce que lorsqu'on est un dirigeant, on dirige un pays, on ne se focalise pas sur les menaces. On se focalise sur les opportunités et on travaille à convertir les menaces en opportunités. Ça s'appelle le SWOT analysis. C'est la base du management et du leadership moderne. Quand vous allez dans toutes les écoles au monde, c'est ça qu'on vous enseigne. Ça s'appelle le SWOT analysis. Ça veut dire que le gouvernement camerounais devait faire un gros effort pour éviter je dis bien éviter le gouvernement camerounais doit faire un gros effort pour éviter, je dis bien, c'est quoi ça? Loïc Kodje, si tu viens dans mon live pour insulter, je te bloque à l'immédiat. Voilà. Tu peux regarder mon live ou ma présentation, c'est pas un problème. Tu peux t'exprimer de manière courtoise, c'est pas un problème. Mais si tu commences à insulter, ça devient un problème. Et là, je te bloque. Ça me prend 1 minute pour te bloquer, tu vois. Donc, tu arrêtes ça tout de suite. Voilà. Donc, comme je disais, le gouvernement camerounais a très bien compris que, voilà. Je dis que c'est vraiment dommage parce que le gouvernement camerounais sent que le contrôle de l'information l'échappe. Ça veut dire, vous savez comment, c'est-à-dire qu'ils avaient mis un système de filtre. Essayez d'aller vous faire interviewer par Canal 2, là, vous allez voir. On dit, c'est qui ça? Et si Chacho ne vous connaît pas bien, il appelle les services de sécurité pour dire que c'est qui gère monsieur ici, qui est tel, tel, tel. Avant qu'on lui donne le feu vert, il y a une censure qui est exercée à la base. Les journaux, quel est le travail d'Atanganamanda? C'est de lire les journaux matin, midi, soir, ce qu'il appelle Observatoire national des médias, là. Il lit les journaux matin, midi, soir, ils essaient de mettre la pression sur les rédacteurs en chef qui n'ont pas. Or, comment font-ils pour mettre la rédacteur en chef? Prenez Stevie Sam, là, par exemple, qui aujourd'hui, quand vous regardez sa page, ou les matins Tadjo, quand ils font une publication, ils ont 1700 partages. Moi, je vois, j'ai une page, parce que ça, c'est pas une page, j'ai une page. Et sur ma page, quand je fais une présentation où j'ai 1700 personnes, où j'ai 700 partages, j'arrive à toucher 400 000 personnes. C'est beaucoup, 400 000 personnes. Je pense pas qu'une émission de radio sur la CATV littorale peut atteindre 400 000 personnes. Non, vous comprenez, c'est-à-dire que la page vous montre le nombre de personnes que vous avez atteint. 400 000 personnes. Non, les gens comme les Martin Tadjo, en une journée, en une semaine, peuvent atteindre 2-3 millions de personnes. Les gens comme les Stevie Sam peuvent atteindre 3 millions de personnes. C'est beaucoup. Sans booster les publications. C'est beaucoup. Hein? Et donc, le gouvernement comprend très bien que aujourd'hui, de manière silencieuse, les Camerounais consomment beaucoup de mégas et s'informent sur les réseaux sociaux. Le gouvernement sait aussi que d'ici quelques années, quand les Amazon et YouTube vont mettre en place leur système, par exemple, quand vous aurez Amazon Prime, automatiquement, vous aurez une connexion Internet à très haut débit. Mieux même que ce que
Comcast propose ici aux États-Unis. Non, le gouvernement camerounais comprend très bien que l'information va l'échapper. Le contrôle de l'information va l'échapper. Il y aura de plus en plus de créateurs de contenu qui vont être prenés aux États-Unis. Les Noirs américains, quand ils se lèvent le matin, ils s'en foutent. Ils regardent Kevin Martin en filtre. Vous voyez, quand il lance son émission, il y a 20 000 personnes connectées. Les gens s'éduquent sur les plateformes. Et de plus en plus, les plateformes vont se professionnaliser. Vous allez voir, ce sera plus... c'est que beaucoup de choses vont changer. Ça veut dire que le niveau va s'élever. Hein, c'est pour ça que vous voyez que nous, on soutient des choses comme Talk Radio, Média de Africa. Vous avez des journalistes qui ont été des professionnels, comme les Watonsi, qui interviennent sur ces radios-là. Donc, à partir du moment où le niveau va s'élever, la qualité des programmes va s'améliorer, ça va faire qu'il n'y aura plus assez de place pour les gens qui bavardent, racontent des histoires. Le niveau va s'élever. Les Camerounais, les programmes seront réguliers. Les Camerounais, je vois, moi, vous faites un bon live sur le port sec de Sancho. Quand vous regardez, vous voyez, le jour où vous postez le live, vous avez 6 000 personnes qui ont regardé le live. Vous avez atteint à peu près 13 000 personnes ou 14 000 personnes. Vous revenez revoir le live 3 mois plus tard, vous voyez que le live a été regardé par 38 000 personnes et vous voyez que vous avez atteint à peu près 150 000 personnes. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Juste pour que vous preniez un exemple, je me rappelle très bien, l'une des premières chaînes YouTube, sur YouTube, l'une des premières chaînes, c'était la chaîne de Thierry Ngonga. Et puis après ça a été la chaîne de Dipita Tongo. Mais allez regarder aujourd'hui, ça ne vaut plus rien. Il n'y a plus personne là-bas. Ça ne vaut plus rien. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont apparus, des médias numériques, les Stevie Sam, les Martin Tadjo, les médias 2, les talk radio, etc., qui professionnalisent les contenus. Et à partir du moment où ils professionnalisent les contenus, les analyses, ça fait que les Camerounais de plus en plus s'informent ailleurs que dans les sources gouvernementales. Donc, ils peuvent critiquer l'action du gouvernement, ils peuvent parler aux Camerounais de ce qui se fait ailleurs, ils peuvent éduquer les Camerounais sur beaucoup de choses, et bientôt, ils vont plus seulement faire des présentations, mais ils vont pouvoir montrer des documentaires, etc. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire des prises de vue avec mon téléphone, je rédige un texte, je me rends dans un studio, je paie 50 $, on me fait le montage d'un documentaire. Ou je paie 100 $, on me fait le montage d'un documentaire en 2 heures. En 2 heures, on monte, on agence, tout, on monte, on met la voix et tout. Et on dit seulement, tu mets la voix là, tu mets la voix ici, tu mets la voix là. On fait un agencement et on me remet. Je diffuse, c'est mon documentaire. Donc, ça va devenir de plus en plus dur. Et je pense qu'au lieu de chercher à réprimer les gens, au lieu de chercher à une sorte de répression malicieuse, c'est-à-dire que en enregistrant tous les numéros, etc., avec les puces, etc., c'est un moyen de faire que, en cas de mieux contrôler les supports et en cas de problème, bloquer au plus rapidement les téléphones des gens. C'est-à-dire que bon, c'est que voilà, ça c'est au cas là Ebodé, etc., ça c'est son téléphone, il avait acheté, il a payé la douane, comme ça on a toutes les informations vitales et très rapidement s'il y a un problème, on peut bloquer sa puce. Pour que ni le Orange Money ne fonctionne plus, ni ne puisse plus poster les vidéos, même si Facebook ne le bloque pas. Parce qu'ils ont très bien vu que demander à Facebook de bloquer les gens arrivent à contourner ça. Ils veulent avoir les moyens de pouvoir eux-mêmes bloquer directement les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je dis en même temps au gouvernement camerounais, mais c'est une décision stupide parce que le monde aujourd'hui, la jeunesse apprend vite parce qu'elle peut se former à travers le e-learning. Elle peut se former à travers le e-learning. Elle peut produire elle-même des contenus. Elle s'éveille, elle s'émancipe. Alors, quand on réprime cette jeunesse parce qu'on essaie de mettre en place des moyens technologiques pour bloquer sa liberté d'expression, mais l'écart va se creuser avec les Nigérians, l'écart va se creuser avec les Sénégalais, l'écart va se creuser avec les Éthiopiens, les Kenyans, les Sud-Africains. C'est Paco Rabanne, qui était un grand couturier français, qui disait souvent que la civilisation qui avait le mieux fait, qui était dans le domaine de la mode, c'était les Perses, non les Iraniens.
Et lorsqu'on a décidé que voilà, les gens s'habillent tous d'une seule manière, les femmes s'habillent en noir, de la tête aux pieds, etc., la mode s'est arrêtée et la mode s'est déportée, s'est développée en Occident. Résultat des courses, les milliers de milliards que la mode faisait dans la Perse, faisait pour exporter dans le monde, tout ça, ça a disparu. Alors, si vous réprimez les supports sur lesquels la jeunesse s'appuie pour pouvoir créer des contenus, ben, pendant que la jeunesse américaine va créer des contenus sur YouTube, ça veut dire que vous voyez une chaîne d'un Américain qui travaille dans la finance et qui a décidé de créer une chaîne pour parler de la finance, le type, en un an, il produit 500 vidéos. S'il fait ça 10 ans, il produit 5000 vidéos. Combien de Camerounais? Aucun. Ben, résultat des courses, où est-ce que vous pensez que notre jeunesse va aller s'informer? Quand elle veut écrire un mémo, quand elle veut écrire un rapport, quand elle veut poser des questions pour comprendre comment fonctionne tel organe, tel organisme, ils vont aller s'informer sur la chaîne de l'Américain. Et qui c'est qui est le perdant? C'est nous, les Camerounais, qui sommes les perdants. Non, le gouvernement camerounais doit bien penser avant de poser certains actes. Voilà, qui sont pas les actes réfléchis. Donc, je dis ça pour parler des taxes sur les téléphones. Hein, je prends quelques réactions et puis je vais parler de Brenda Bia. Voilà, Liberty Farid dit c'est l'espionnage. Le gouvernement camerounais ne peut pas empêcher le monde d'évoluer. On va que se connecter. Voilà, Thomas Soto. Voilà, merci Tessie Soleil. Thomas Soto. Voilà, ça s'appelle investigation. Voilà. Le dimanche soir, exact. Thomas Soto. Mais bien avant, voilà. Ça s'appelle Patrice de Caroli. Voilà. Thomas Soto est venu très longtemps après. Sur M6, c'était Patrice de Caroli. Et Patrice de Caroli va devenir par la suite président de France 2. Patrice de Caroli avait mis une émission, je pense que c'était le dimanche soir, j'ai oublié le nom de l'émission sur M6. C'était aux alentours des années 1995, comme ça. Patrice de Caroli. C'est voilà les émissions qui ont éduqué les gens, ont montré comment ça se passe en Colombie, beaucoup de choses. Voilà, hélas. Voilà. Liberty Farid dit, le Cameroun est le seul pays d'où un chômeur peut s'asseoir sur un plateau de télé et insulter un professeur de droit mondialement reconnu. Vraiment, c'est une curiosité planétaire. Edmond Hilaire Barizi Franco dit, tous les sardinats que j'avais bloqués, je vais leur envoyer les téléphones et tablettes pour contribuer à la bonne santé financière de leur institution. Je ne lis pas la suite. Wilby dit, la preuve, dans le nozo, il y a trop de manipulation de la part du... Voilà. Voilà. Et Jean Gondi dit, Jean-Bruno Tagne va même tacler Equinox. Bien sûr. Bien sûr, vous verrez que Nadia TV et Jean-Bruno Tagne, je pense qu'il a bien compris, à partir du moment où il va développer des contenus intéressants, vous verrez que très rapidement, bientôt, il va commencer à talonner Equinox. Ça va se jouer, hein. Au nombre de vues, les JMTV, vous n'avez qu'à voir, c'est les gars qui ont beaucoup de vues, ils font beaucoup de choses intéressantes, hein. Faut pas croire. Faut pas croire. Faut pas croire. Faut pas croire. Edmond Basi Franco dit, le chantre de Vichua en Vichua, qui ne peut même valider un UV ouvre. Oh. Bonsoir Marie-Victoire. J'espère que tu es arrivé à temps pour suivre ça. Voilà. Mars a dit, ils n'ont pas de conseillers autour d'eux, je n'en sais rien. Je pense qu'ils ont des conseillers, mais pas pour leur montrer les bonnes choses. Voilà. Georges Talon dit, oui, il avance très fort, il est entouré de bons professionnels de l'Allemagne. Voilà. Voilà. Edmond Hilaire Barizi Franco dit, Tangaramanda est un cancre. C'était un indice à l'université comme kérosène. Ah, ça, je ne savais pas. Voilà, oui. Et Jean Gondin dit, oui, aux États-Unis, les Noirs s'informent sur le net. Oui, parce que l'une des raisons pour lesquelles on a vu les Noirs jaillir dans la rue avec Black Lives Matter, etc., le mouvement était plus fort que dans les années antérieures, c'est parce que quand vous regardez sur YouTube, vous avez des télévisions créées par des Noirs, ou quand le gars en live sur YouTube, il y a 20 000 personnes connectées. Les gens regardent ça sur leur téléphone, les gens regardent, ils partagent, etc. Il y a beaucoup de chaînes là.
Vous avez même des chaînes où l'ancien chef de l'État et son épouse viennent faire des shows en direct, parlent aux gens, des activistes très respectés, qui ont presque 2 millions d'abonnés, d'autres ont 1,5 million abonnés, 1,5 million abonnés. À partir de ce moment, ça pèse énormément, ça pèse plus qu'une chaîne de télévision. Et on va y arriver au Cameroun, hein, on est en train d'arriver, là, ça va arriver petit à petit. Eugène Gondi dit, je regardais Bob Iger de Disney. Il expliquait qu'il était obligé de créer Disney Plus parce que les gens ne regardent plus la télé. Voilà, on y est. On y est. Regardez AT&T. Ils misent tout sur le streaming. Le web, c'est le futur de l'Afrique. Les futurs milliardaires viendront de la génération de contenu en ligne. Exact. Hein, le contenu en ligne va changer tout. C'est-à-dire que les contenus en ligne vont changer tout, exactement comme dit Eugène Gondi. Ça va révolutionner tout. Ça veut dire que dans 5 ans, les contenus en ligne vont pulvériser ce que la CATV fait là. Ça ne servira plus à rien. Le concurrent de la CATV ne sera plus Equinox ou Canal 2 ou STV. Le concurrent de la CATV, ce sera le gars qui, ici aux États-Unis, a une chaîne sur YouTube et qui arrive sur Facebook et sur Instagram et qui arrive à fidéliser les gens. Donc, beaucoup de choses vont changer. Georges Talon dit, oui, le câble a presque disparu. Si tu n'as pas Internet, rien ne marche chez toi. Même la Fireplace marche avec marche Bluetooth. Voilà. Exact. Et Jean Gondi dit, oui, Georges Talon, il y a un activiste investor de Disney qui a demandé au board de spin-off ABC et ESPN, parce que ce sont les money pit, et qu'il faut faire la compétition à Netflix. Les gars du Cameroun sont en retard. Ben oui. Les Nigérians qui produisent les films à Hollywood, ils distribuent leurs films à travers YouTube, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis. Vous payez sur YouTube, vous regardez. Donc les choses vont changer. Il faudrait que les gens se préparent à la compétition. Ça va changer. Ça va beaucoup changer. Il faudrait que les gens se préparent à la compétition. Rien à attendre. Ouais. Le gouvernement camerounais n'en a rien à faire. Tout ce qui l'intéresse, c'est son maintien au pouvoir, quitte à sacrifier la jeunesse. Ah, bah, tu sais, le maintien au pouvoir, Luc Bouglobom. Moi, je voudrais profiter ici pour dire, le gouvernement camerounais est vraiment en difficulté, hein, tu sais. Le maintien au pouvoir, aujourd'hui, c'est comme les beignets dans l'huile. C'est-à-dire que quand on tourne les beignets, on jette dans l'huile, là, ça va d'abord au fond. Et quand ça commence à frire, là, ça monte à la surface. Ça veut dire que le gouvernement camerounais aujourd'hui, sa vraie valeur remonte à la surface. Le bilan en termes de chômage, nul. Emploi, nul. Infrastructure, nul. Accès à l'eau, nul. Accès à la santé, nul. Éducation, aujourd'hui, si on enlève l'éducation privée, 70% des enfants camerounais n'iront pas à l'école, etc., etc. Mais tu te poses la question si c'est eux qui contrôlent encore la machine. Quand 70% des enfants dans un pays sont scolarisés dans le privé, est-ce que tu peux dire que tu contrôles l'éducation? Ce qui a permis au gouvernement camerounais de respirer pendant les décennies qui ont suivi là, c'est parce qu'ils ont eu le PPTE et ils ont eu les prêts que leur a donné la Chine et les bailleurs de fonds, qui a fait qu'ils ont vu passer dans les mains presque 40 000 milliards de francs CFA sur une décennie. Ça faisait presque 4 000 milliards par an. Donc ça a injecté massivement la liquidité dans le pays et l'économie a fonctionné artificiellement. Sinon, il n'y a rien. Oh là maintenant, la crise anglophone, la communauté internationale qui resserre les taux sur le gouvernement camerounais, l'état de santé de Paul Biya, etc., fait qu'il n'y a plus rien. Le gouvernement ne dépend que de l'armée. Or, aucun pouvoir. On a vu qu'on pourrait tomber en une journée. Dit que vous dépendez seulement de l'armée. Ici, il a suffi qu'un matin au Burkina, l'armée reste dans les casernes et ne sorte pas. Comparé est tombé. Que se passe-t-il au Cameroun si l'armée camerounaise, parce qu'on dit oh, on a l'armée. Que se passe si l'armée ne sort pas? Que se passe si les Camerounais descendent dans la rue exprimer leur colère et l'armée ne sort pas? C'est la fin. Donc, je veux dire que c'est pas comme ça. Tu dis pas, oui, on se maintient au pouvoir. Maintien au pouvoir, non. Le meilleur moyen de se maintenir au pouvoir, c'est de travailler pour l'intérêt des populations. Quand les populations sont contentes, on peut dormir tranquille. Voilà. Je voudrais parler de Brenda Biya.
nous avons tous vu, là, ce n'est pas une attaque contre quelqu'un, ce n'est pas une attaque contre la famille de Bia, ce n'est pas une attaque contre la famille de qui que ce soit. C'est un sujet d'actualité. Nous avons tous vu hier Calibri, Calibro, Marie-Victoire, Général Marcel, Macam et d'autres qui se sont rendus à l'hôtel Athénée Plaza à Paris, qui est un hôtel 5 étoiles, et ont signifié à la directrice de l'hôtel que voilà, ils reviendraient à l'hôtel, voilà, comme à Genève, avec près de 10 000 Camerounais indignés le week-end là, donc il parlait probablement de samedi, si mademoiselle Brenda Bia était encore présente à l'hôtel Intercontinental. Donc, on s'est aperçu qu'elle a quitté les lieux d'après un communiqué de l'hôtel. Et en plus, on a regardé sur la page Facebook de cet hôtel-là, qui se faisait vraiment laminer par les déclarations des personnes, des membres de la communauté camerounaise. C'est pas bon du tout pour l'image de l'hôtel. Donc, je pense qu'Athénée Plaza, pour éviter de décorner l'image de leur hôtel, comme a subi Intercontinental, ils ont fait partie, ayant moi-même travaillé comme manager dans un hôtel 5 étoiles aux États-Unis quand je viens d'arriver, je sais ce qui s'est passé. Ils ont dû lui dire, voilà, on te fait le waive fee, c'est-à-dire que les 2 jours, les 2 derniers jours là, tu ne payes pas et tu fais tes valises, tu dégages. Donc, elle est partie. Elle a pris une destination inconnue. Bon. D'abord, personne ne peut condamner l'action de Calibri, Calibro, Marie-Victoire, Yenna, Marcel Macam, etc. Parce que leur attitude exprime l'indignation que les Camerounais ont. Beaucoup de gens comme au Cameroun aimeraient faire comme eux. Beaucoup de gens au Cameroun sont indignés comme eux, mais ils n'ont pas les moyens. Beaucoup d'autres dans la diaspora sont aussi indignés comme eux, mais n'ont pas les moyens peut-être. Sont indignés par le fait que dans un pays pauvre très endetté comme le nôtre, où il n'y a pas de concentrateurs d'oxygène dans les hôpitaux, où les gens meurent encore parce qu'il n'y a pas de concentrateurs d'oxygène dans les hôpitaux, qu'une fille, fût-elle la fille de Paul Biya, se déplace dans un hôtel et dépense 5 000 €, soit à peu près 3 200 000. 5 000 €. 3 300 000 à peu près. Ça, c'est le prix de la chambre, hein. Il faut bien comprendre. En plus, elle est accompagnée d'une servante et de 2 ou 3 gardes de corps. Ça veut dire qu'elle loue à peu près 3 chambres par là. Et les 3 chambres, non, vous pouvez donc imaginer, ça fait 15 000 €. Donc, c'est à peu près 10 millions par jour. Ça, c'est sans compter maintenant la nourriture, les champagnes, les services comme le lavage des vêtements, parking, etc., etc., etc. Il faut doubler. Donc, on est à peu près à 20 millions par jour. Donc, si elle reste 1 mois dans cet hôtel, en 10 jours, elle laisse 200 millions. En 1 mois, elle laisse 1 million €. C'est énorme. 1 million € par mois. C'est énorme. Dans un pays où vous avez des instituteurs vacataires qui n'ont pas de salaire, des professeurs qui n'ont pas touché leur rappel de 2 ans, des gens qui sont sortis officiers de gendarmerie de police, l'école de gendarmerie de police, là, qui n'ont pas encore touché leur rappel, etc., etc. Quand vous comptez tout ça, là, vous voyez un peu ce que ça fait. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait beaucoup d'argent. Ça fait énormément d'argent. Voilà. Donc, vraiment, à ce niveau, on a le droit de se demander comment est-ce qu'on gère les finances publiques du Cameroun. Que vaut le tribunal criminel spécial, TCS? Que vaut la Cour des comptes? Que vaut l'agence nationale, la CONAC, ce qu'on appelle la CONAC là? Est-ce que la CONAC, ça sert seulement à harceler Ngouchingué ou bien ça sert aussi à regarder comment la fille de Paul Biya dépense l'argent du contribuable camerounais? Que vaut l'Assemblée nationale? Que vaut le Sénat pour pouvoir s'interroger sur qui paye? Et que vaut
qu'on nous a dit que cette demoiselle était étudiante à l'École nationale d'administration, qu'elle a passé le concours et elle a réussi. Et donc, elle est entrée à l'École nationale d'administration. Alors, comment ça se fait qu'elle est en villégiature alors que les cours ont lieu à l'École nationale d'administration? Alors, est-ce qu'elle sera diplômée? Est-ce qu'elle va sortir? Est-ce qu'elle va recevoir son diplôme? Quand est-ce qu'elle a été étudiante? Est-ce qu'il y a pas une commission d'enquête parlementaire qui peut interroger le directeur de l'ENAM en disant, écoutez, nous voulons questionner son assiduité. Quelle est la valeur donc de l'ENAM? Ça fait autant de questions. En termes d'image, est-ce que ce genre de comportement, on peut opposer ça maintenant à la jeunesse camerounaise en disant, bon, produisez des efforts, soyez honnêtes, soyez intègres, payez les impôts. Est-ce qu'on peut même dire aux Camerounais de payer les impôts quand on voit comment l'argent de leurs impôts est dépensé comme ça? Parce que moi, j'ai lu certains gens comme les Alain Jules Meunier qui disent non, c'est de l'acharnement. Non, ce n'est pas de l'acharnement. Parce qu'il y a des Camerounais qui travaillent dur, qui payent des impôts. Ils sont au marché Mbopi, ils payent des impôts, ils n'ont ni éclairage, ni aller, ni boutique moderne, ni toilette publique. C'est-à-dire que quand quelqu'un a envie de se soulager au marché Mbopi, il y a des choses qu'il ne peut même pas dire, il n'a pas d'essence. Et pourtant, c'est les gens qui travaillent, payent 60 millions d'impôts par an à l'État. Par an. TVA, etc., impôts sur le revenu. Payent 60 millions d'impôts à l'État par an, mais non rien. Alors, est-ce que ça va les motiver de payer les impôts quand ils voient comment on a dépensé cet argent à Paris là? Est-ce qu'il n'est pas temps que notre Parlement commence enfin, comme on voit dans les vraies démocraties, puisqu'ils disent que nous sommes une démocratie, de pouvoir interpeller, par exemple, le directeur du cabinet civil et lui poser la question comment sont financés tous ces gaspillages-là? Est-ce que c'est l'argent public? Si c'est des fonds privés, mais comment ça se fait? Est-ce que Paul Biya a tellement d'argent au point que sa fille dépense 1 million d'euros dans un hôtel en plein Paris? Est-ce que vous pensez que l'enfant de François Hollande pourrait dépenser 1 million d'euros dans un hôtel aux États-Unis sans que ça ne suscite l'indignation de la presse en France? Ou bien que notre ex-président ici, là, sa fille pourrait quitter ici, là, aller dans un hôtel à Dubaï, claquer 1 million d'euros en un mois sans que ça ne fasse un scandale, un tollé ici? C'est pas bien, franchement. C'est pas bien parce que ça n'encourage pas les gens à investir dans notre pays. Ça n'encourage pas les gens, ça ne motive pas les gens, ça décourage les gens. Les gens se disent, pourquoi vais-je aller investir au lieu qu'on utilise cet argent pour faire des routes, pour faire des écoles, pour faire l'éclairage, pour donner des meilleurs moyens de santé, des centres de santé modernes, équipés, l'accès gratuit aux soins de santé. On va utiliser cet argent, en fait, à utiliser pour pouvoir financer les loisirs d'une jeune fille un peu capricieuse à l'étranger. Je pense que là aussi, ça interpelle, ça me permet de revenir un peu sur ce que j'ai dit l'autre jour lors d'un live qui a été coupé parce que je partais sur une autre plateforme, de dire que nous devons l'avenir, et c'est ce que moi j'aime beaucoup chez le président Maurice Kamto, l'avenir de l'exercice du pouvoir dans notre pays doit être placé sous le sceau de l'éthique. Il faut beaucoup d'éthique. Il faut remettre l'éthique et le réarmement moral au cœur de la stratégie de gestion de gouvernance dans les années à venir dans notre pays. Un peu d'éthique, même pas un peu, beaucoup d'éthique. Il faudrait que les gens posent là, et il faudrait combattre la corruption. Surtout l'éthique. Ici aux États-Unis, je vous dis encore, je le disais encore, peut-être celui à qui mon interlocuteur n'a pas bien compris, lorsque vous avez une licence et que vous commettez une erreur en termes d'éthique, vous la perdez comme un jeu et vous êtes out. On vous dit, voilà, vous ne pourrez repasser la licence que dans 20 ans. C'est une façon de vous dire, allez vous reposer. Si vous l'avez eu à 40 ans, vous n'allez pas revenir à 60 ans. Parce que personne, tout le monde va vous demander, ah bon, qu'est-ce que vous faisiez pendant les 20 ans? Pourquoi vous n'avez pas exercé? Et les connaissances auront même évolué beaucoup. Donc vous la perdez et vous êtes out. Dans notre pays, il est temps qu'on mette l'éthique. Parce que s'il y avait l'éthique, je ne pense pas que la fille de Biya se lèverait comme ça pour claquer 1 million d'euros dans un hôtel. 1 million d'euros, c'est beaucoup. Regardez ce que le président Kamto a fait avec 1 million d'euros. Il a donné des masques, il a donné des gels hydroalcooliques, il a donné des concentrateurs d'oxygène, il a donné plein de choses. Aujourd'hui, ils sont en train de donner la nourriture aux Camerounais, de déplacer la crise anglophone, et ils veulent construire des points d'eau dans le nord.
Avec 1 million d'euros. 1 million d'euros. Un seul million d'euros. Comment comprenez-vous que les 1 million d'euros sont gaspillés, hein? Et on a vu à Tangandji utiliser l'énergie pour bloquer les comptes mobile money, bloquer les comptes bancaires, bloquer les comptes du MSC quand il y avait les levées de fonds. Mais on ne l'entend pas quand il s'agit de gaspillage de l'argent public à Paris. C'est pas bien, franchement. West Ndiopi tient, dit, tu racontes n'importe quoi. Prouve que c'est l'argent du contribuable. Ben, comment tu veux que je prouve que l'argent du contribuable? Demande à Brenda de nous donner ses déclarations de revenus, donc de nous dire où elle travaille et de nous montrer ses déclarations de revenus qui justifient qu'elle puisse avoir un revenu d'1 million d'euros. C'est pas compliqué. Demande à Brenda, d'abord, on ne connaît pas le salaire de son père, mais elle-même là, elle a un salaire, elle travaille où? Elle a déjà travaillé où? Jusqu'à elle peut nous montrer que bon, voilà, j'ai travaillé ici, là, voilà mon bulletin de paie, voilà mon salaire. Elle a quel salaire? Alors, si à partir du moment où elle n'a pas ce salaire-là, ce n'est même pas un secret que c'est de l'argent, c'est des factures qui sont réglées par l'ambassade du Cameroun. J'ai suivi le là de J. Remingon aujourd'hui. Il disait qu'après enquête, c'est des factures qui ne sont même plus réglées par Ketchankwe, mais qui sont réglées par l'ambassade du Cameroun en Suisse. L'ambassade du Cameroun en Suisse prend l'argent ou si ce n'est pas l'argent public. C'est les fonds d'ambassade. Les fonds d'ambassade, ce n'est pas l'argent des impôts, ce n'est pas l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent du contribuable. Non, arrête un peu. Il dit, attends, bon, attendez. Bon, je vais prendre les réactions, je vais répondre à cet interne. Il raconte n'importe quoi. Edmond Hilaire Barédi Franco dit, oui, il faisait partie du groupe de Essinga Autodéfense et on joue le même rôle de 90-92 contre les parlementaires comme les militants du parti Pop comme l'ont fait le 22 septembre. J'ai fait le lycée avec ce parvenu, c'était un broussard. Ok, bonne information, je suis au courant, là, voilà. Dunier dit, les commissariats, les préfectures et sous-préfectures sont sans toilettes. Voilà. Et Jeune Gondi dit, elle a quel salaire? Son père a quel salaire? Bonne question, et Jeune Gondi. Donc, West Dioptien dit, c'est à cause du fait que vous ternissez l'image du Cameroun, du pays, que les gens ne viennent pas investir. Vous passez à présenter le pays comme un pays où on tue partout et qu'il n'y a que les morts. Et ça ne vous dit rien, mais dis donc. D'abord, première chose, on tue. On tue. On tue. Hein, nous avons vu ce qui s'est passé dans l'extrême nord. Et ces soldats-là sont en prison. On l'a tué en Garbou. Le gouvernement camerounais a fini par reconnaître que c'était l'armée qui a tué. On tue hein, dans le Nozo. Je n'ai même pas besoin de faire la liste. Hein, il y a énormément de Camerounais qui meurent. Deuxièmement, quand tu dis que les investisseurs ne viennent pas chez nous, ben, parce que nous parlons. Bah, écoute, les réseaux sociaux ont émergé en 2008. Paul Biya au pouvoir depuis 1984. 84, 94, 10 ans. 94, 2004, 20 ans. Donc, disons au moins 25 ans. Que faisait-il pendant ces 25 ans avant les réseaux sociaux où on ne parlait pas pour que les investisseurs ne viennent pas? Est-ce que tu connais le degré de corruption? Les pourcentages. Tu demandes un papier, on ne te donne jamais un papier, on te donne un papier provisoire. Dans un pays comme les États-Unis, tu veux créer une société, tu te mets devant ton ordinateur, en 4 heures, tu as fait toutes les formalités. Dans 48 heures, tous les documents t'arrivent dans une enveloppe de US Postal. Tu ouvres les documents et tout, et tout, et tout, et tout. Là où tu as installé tes bureaux et tu commences à travailler. Tu payes tes taxes online. Tu fais tes déclarations d'impôts online. Tout est fait online. Je parle à West Ndiopendi ou c'est Ndiopeten là. Je sais que je devine un peu qui ça peut être. Voilà. Donc à partir de ce moment, ce n'est pas la faute des Camerounais. Hein? Si tu nous dis que oui, Brenda ne dépasse pas l'argent du contribuable, elle travaille où? Tu connais combien de Camerounais qui peuvent aller dépenser 1 million d'euros dans une suite, dans une chambre d'hôtel à l'étranger? Ces factures sont payées par nos ambassades. Nos ambassades, c'est l'argent du contribuable.
Son père n'a pas de salaire. Sérieux, tu connais les entreprises agricoles qui gèrent depuis des décennies. Connais-tu les fermes industrielles qui chantent? Ah bon? Mais tu nous apprends des choses. Tu te laisses assumer tout seul la responsabilité de tes propos. Le problème, c'est que tu parles en faux profil. Tu dis que son père a un salaire, son père a des entreprises, sa mère a des entreprises. Bah, c'est toi qui nous apprends que Paul Biya et Chantal Biya ont des entreprises. Mais dis-nous lesquelles. Donne-nous les noms ici, là, et tu nous donnes les preuves et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Nous, on ne savait pas. Merci quand même pour l'info. Nous, on pensait qu'il est président et on pensait qu'un président n'est pas un homme d'affaires. Alors, tu nous apprends que oui, oui, lui et sa femme font des affaires. Mais donne-nous le nom des entreprises. Et j'aime quand tu dis pourquoi ça te fait rire. Voilà. Comme dit George Talon, donne le nom des entreprises. Hein? Il faut donner les entreprises. Et Jean Gondi dit les entreprises qui génèrent combien de revenus. Paul Biya a-t-il déjà fait quoi d'excellent point de vue qu'on considère comme un homme d'affaires qui a réussi? Voilà. Non, si tu. Attention, je pense que tu l'enterres même davantage là, en essayant de dire que oui, c'est un homme d'affaires. Je pense que quand on est un homme d'État, on n'est pas un homme d'affaires. Ici, aux États-Unis, nous avons un homme d'affaires qui était un homme d'affaires avant de devenir un homme d'État et qui a mis une frontière entre ses affaires et ses entreprises. Et l'un des problèmes qu'il a en ce moment même, c'est parce qu'il n'a pas réussi à bien mettre de manière très étanche la frontière entre ses affaires et ses responsabilités. Voilà. Ouais, ouais. Bon, je n'ai pas envie de lire certaines choses. Ouais. Ouais, la règle du précédent. La règle du précédent, Dimitri Simo. Et c'est de ça qu'on va parler. Parce qu'on va parler tout de suite de la détention des cadres du MRC et de l'encerclement du président Maurice Kamto. Comme vous avez constaté tous, vous l'avez sûrement constaté comme moi, depuis quelques jours, le président élu, Maurice Kamto, est le président. Voilà, comme tu dis, Roland Lendjou, il se contredit. Il dit lui-même que nous critiquons le pays, les investisseurs ne viennent pas, et il dit que Paul Biya et sa femme sont de gros investisseurs. Donc, on ne comprend pas trop. Donc, on y investit alors. Sauf que lui refuse de nous donner le nom des sociétés en question. Il raconte sa vie là. La détention des cadres du MRC. Vous avez vous-même suivi lors des marches, Bibou Nissak, les marches pacifiques du 22 septembre, Bibou Nissak, qui est secrétaire national du MRC en charge du panafricanisme, a été interpellé par la police de Biya et il est en détention au sein. Alain Fogueté-Dom, qui est trésorier du MRC et enseignant d'université, qui se rendait au domicile de Maurice Kamto, parce qu'il y avait des gens qui encerclaient le domicile de Maurice Kamto, a été interpellé et a été également placé en détention au 7. Un certain nombre de cadres du MRC dans la ville de Douala ont été en détention. Le domicile du président élu Maurice Kamto également a été encerclé. Bon. Je pense qu'il y a eu un hearing au Congrès où Christopher Fomougnon et une autre personne ont intervenu, se sont exprimés et ont expliqué le Congrès américain a relancé le gouvernement camerounais pour une énième fois avant qu'un matin le bâton ne sorte. Je dis bien avant qu'un matin le bâton ne sorte. A relancé le Congrès américain, le gouvernement camerounais pour une énième fois. Je pense que le gouvernement camerounais a un peu fait profil bas parce que les Américains étaient sur le point de saisir, je pense même qu'ils ont déjà presque été saisis, les avoirs des dirigeants camerounais à l'étranger. Donc, également, Mike Pompeo a été très clair, il y aura des interdictions de voyager pour plusieurs dirigeants camerounais et d'autres choses dont je ne vais pas entrer dans les détails ici. On a vu également la réaction des Nations Unies qui ont réagi en demandant la libération de Maurice Kamto de tous les gens et surtout que le gouvernement camerounais n'empêche pas les gens de pouvoir exprimer
leurs revendications politiques, notamment à travers des marches pacifiques. Ensuite et enfin, on a vu la réaction au-delà de Pompeo, on a aussi également vu la réaction de Jean-Yves Le Drian à l'Assemblée nationale de France, qui a dit que le gouvernement français suivait ce qui se passe au Cameroun. Bon. D'abord, une chose, j'observe qu'on a évolué. On est très loin du Essogo qui était venu interpeller Maurice Kamto avec tellement d'arrogance et de condescendance dans une vidéo, etc. On est loin de là. Deuxième chose, les Camerounais ont bravé l'interdiction et conformément à la loi qui autorise les gens à déclarer une manifestation et à marcher et que la police doit encadrer la marche, les Camerounais ont effectivement marché. Ils ont été certes arrosés, d'autres sont rentrés chez eux, d'autres ont été appréhendés, sont en détention, mais ils ont exercé la liberté. Autre chose, je m'aperçois qu'il y a un groupe de Camerounais qui sont décidés, en utilisant la non-violence comme Martin Luther King, à revendiquer les droits civiques, notamment la liberté de voter et d'avoir leur vote pris en compte. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'ils réclament un processus électoral transparent. Ensuite, qui réclament qu'on mette fin à la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Mais comme je dis ici, ils ont la cécité du RDPC, il y a la cécité du RDPC. Ça m'amuse beaucoup parce que ça me rappelle ce qui se passe en ce moment en Côte d'Ivoire. Konan Bédié qui se plaint en disant, ouais, voilà, Ouattara ne comprend, et encore que Ouattara travaille avec lui. Mais lui, Konan Bédié, à l'époque, quand Ouattara avait voulu ouvrir sa bouche, il lui a collé un mandat d'arrêt, il a pourchassé, l'autre a dû fuir à l'étranger. Quand Laurent Gbagbo est arrivé, bon, il a d'abord fait la réconciliation. Après la réconciliation, certains vieux démons sont apparus. Les armes ont encore commencé à crépiter en Côte d'Ivoire. Alors, quand je vois un peu ces deux partis, FPI, PDCI, aujourd'hui, dire, oh non, ils réclament exactement ce que quand on leur réclamait hier, ils n'acceptaient pas. Moi, je dis toujours aux gens, si le RDPC veut survivre dans l'arène politique camerounaise, étant entendu que le RDPC n'a pas réformé le pays sur le plan des institutions publiques, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, le fonctionnement du Sénat, le fonctionnement de la Cour des comptes, du Conseil constitutionnel, etc. Sur le plan des institutions politiques, la liberté des partis politiques à pouvoir tenir leurs réunions, à pouvoir organiser les manifestations pacifiques, etc., etc. Sur le plan des libertés individuelles, les violations constantes des libertés individuelles. Regardez la privation de liberté dont fait l'objet Maurice Kamto, où on vient encercler sa maison alors qu'on ne lui a rien notifié. Simplement parce qu'il a appelé à des marches, on encercle sa maison, on l'empêche de sortir. Donc je pourrais écrire comme ça. On voit bien que sur le plan des libertés publiques, individuelles, politiques, etc., notre pays va mal. Deuxièmement, sur le plan du fonctionnement des institutions, on pourra en reparler, je pourrais égrener plusieurs aspects. Ça ne va pas bien. Ma question est, si demain le RDPC se retrouve dans l'opposition, que pourrait réclamer le RDPC et avec quelle chance d'être entendu? Est-ce que le RDPC pourrait se lever et dire, voilà, j'ai 0 conseiller municipal parce que le mode de scrutin est verrouillé et je ne pourrai jamais avoir de conseiller municipal ou de député? Est-ce que le RDPC pourrait le faire? Et s'il le faisait et qu'on lui oppose le fait que pendant 40 ans, il n'a rien fait, c'est ça la règle du précédent. Parce que pour que tu puisses réclamer quelque chose et qu'on t'écoute, il faudrait que toi-même tu aies écouté les gens quand tu étais en position de pouvoir régler ces problèmes-là. Mais ce n'est pas ce que fait le parti au pouvoir. Il y a une cécité pas possible. Ils n'écoutent pas les autres Camerounais. Ils ne prennent pas en compte les autres Camerounais. Ils ne dialoguent pas avec les autres partis politiques. Le Premier ministre ne rencontre pas les leaders de l'opposition. Si oui, dans les histoires, des histoires comme le grand dialogue, moi j'appelle ça une fumisterie. Il n'y a pas une écoute, il n'y a pas un dialogue, il n'y a pas une concertation. Comme quand vous allumez votre télévision, vous regardez en France. On dit, bon, ok, venez avec votre plan, nous on vient avec le nôtre, on s'assoit, on fait un deal, on fait un plan consensuel. Ce n'est pas parfait, mais on s'arrange.
Regardez comment les Ivoiriens sont passés d'une constitution 1 à une constitution 2, une constitution 2 à une constitution 3. Ce n'est pas parfait, mais on dialogue. Que va dire le gouvernement? Que va dire les gens qui sont actuellement au RDPC? Ça veut dire que quand on regarde de manière froide la science politique, le RDPC crée toutes les conditions pour sa disparition une fois que Paul Biya aura quitté le pouvoir. Parce que je sais qu'une fois que Paul Biya aura quitté le pouvoir, le RDPC ne va pas s'éterniser. Parce que s'ils pensent qu'ils vont s'éterniser avec l'usage de la force, d'abord, ils voient comment ce que ça donne en zone anglophone. Et si on a ce que ça donne en zone anglophone, ça se généralise, la communauté internationale va être obligée d'intervenir. Ou bien l'armée camerounaise va intervenir pour mettre fin à ceux qui sont à l'aventure de ceux qui sont au pouvoir. Nos soldats prendront leurs responsabilités pour éviter que la chienlit gangrène le pays. On le voit dans tous les pays d'Afrique. Comme on a vu au Mali, on ira vers une transition politique pour remettre à plat les institutions, remettre à plat le processus électoral, faire des élections et sortir par le haut avec un nouveau chef d'État. On le voit au Mali, là. La communauté internationale a déjà expérimenté les moyens de pouvoir régler pacifiquement les problèmes dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, on n'a plus besoin de tuer les gens. Non, ça veut dire que le gouvernement camerounais doit faire très attention de la manière dont il se comporte et de savoir que tout ce qu'il est en train de faire là est monitoré par la communauté internationale. Quand une opposition pose un problème politique, je ne parle pas d'une opposition qui se sont fabriquées. Le PCRN n'est pas un parti d'opposition. Le SDM n'en est plus un non plus. Quand l'opposition pose un problème politique au Cameroun, il est important que le gouvernement comprenne. Parce que si le gouvernement camerounais ne peut pas comprendre, qui va comprendre ce que lui dira? Je reconvoque l'histoire. Ahidjo a été président du Cameroun. Est-ce que Ahidjo a dû dialoguer avec les UPC pour trouver les problèmes, les solutions à la situation politique? Non. Il a interdit l'UPC, il a marché sur l'UPC, il a tué ses cadres, etc., etc. Il a mis beaucoup en prison, il les a torturés, etc., etc. Lui, quand il s'est retrouvé du pouvoir, il a posé les problèmes politiques. Qui l'a entendu? Qui a crié pour lui? Qui est resté encore dans l'UNC? L'UNC n'a pas été dissous. Ça existe là. Mais qui est encore dans l'UNC? Une fois parti du pouvoir, il est mort politiquement. Donc le RDPC lui-même crée tous les comptes parce que rien ne vous dit que Maurice Kamto ne peut pas arriver au pouvoir demain. Surtout quand on voit l'isolement du gouvernement camerounais. Un jour, je ferai un live pour vous expliquer ce qu'on appelle, les Américains appellent le distribution of power. Ça veut dire que power allocation, comment est-ce que le pouvoir se repartit dans un pays, hein? Comment par cercle, voilà, comment qui détermine comment quelqu'un arrive au pouvoir, les milieux d'affaires, les organisations internationales, les puissances étrangères, etc., etc., etc. Et moi, je m'amuse souvent à faire ces courbes-là ici sur un bout de papier. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, à vrai dire, le RDPC a perdu le contrôle de 70% des leviers du pouvoir dans notre pays. Et elle les a perdus au profit de Maurice Kamto. Je dis encore que dans notre pays, le RDPC a perdu 70% des leviers du pouvoir. Et les 70% des leviers du pouvoir, le RDPC les a perdus au profit de Maurice Kamto. C'est très long. Il faudrait 2 heures pour expliquer ça. Il faudrait faire des tableaux. Quand j'aurai le temps, je vous expliquerai. Celui qui voit la politique avec l'œil de la science politique, il voit très bien que Maurice Kamto utilise des méthodes que je ne vais pas dire là, fait que le gouvernement aujourd'hui commence à perdre 70% des leviers qui permettent d'arriver au pouvoir. Le gouvernement est replié aujourd'hui sur les caisses de l'État et l'armée. Ça veut dire qu'il suffit que les caisses de l'État sèchent et que l'armée reste dans les casernes pour que le gouvernement camerounais ne soit plus gouvernement. Il y a 2 choses sur lesquelles le gouvernement tient encore, c'est l'armée et les caisses de l'État. Tout le reste des leviers là lui échappe. Le contrôle lui échappe, le contrôle des autres leviers lui échappe. Alors, quand vous êtes dans une situation comme celle-là, où vous dépendez exclusivement de l'armée, mais que se passe-t-il sur l'armée? C'est ce qui s'est passé avec Blaise Compaoré au Burkina. Et à un moment même, il ne dépendait plus de l'armée. Il dépendait seulement du RSP, qui était sa garde présidentielle, là, sa garde prétorienne. Et une fois que, au sein de sa garde, il y a eu des conflits entre
entre Bouraïma Zida et Diendéré, et qu'ils ont commencé à se déchirer, ça a donné que beaucoup d'officiers de l'armée, dès qu'il y a eu, les gens sont sortis dans la rue, beaucoup d'officiers de l'armée n'ont pas bougé. Comparé à chuter en une semaine, il est tombé. Je pense que le gouvernement camerounais doit faire attention. Deuxième chose, on s'aperçoit que Maurice Kamto a posé un problème qui est réel. La résolution de la crise anglophone. Autour de Bia, les gens sont intéressés uniquement par le manger. On veut les postes parce qu'on va gérer un budget, on va avoir une voiture, on va pouvoir tordre le bras à un homme d'affaires qui vient là pour avoir le carburant, comme on dit. OK. Donc, il faut absolument faire les élections au Nozo pour que quelques gens aient les postes. OK. Il y a quelqu'un en France qu'on appelle M. Jean-Yves Le Drian qui valide ça. OK. Mais la question est, sur le terrain, comme l'a dit Teta Bonage, notre gouvernement ne peut pas venir à bout des forces sécessionnistes. Moi, j'ai regardé un documentaire sur France 24. Il ne peut pas. Moi, j'ai fait la caserne aux États-Unis. J'ai fait l'armée. Peut-être pas comme pour devenir soldat. Non. J'ai suivi un certain nombre de formations par rapport à certaines bourses que j'ai eues. Moi, je peux lire, j'ai encore les cartons là de tout ce que j'ai ramené là-bas. On voit bien. Quand on entend Cavalet parler, mais il reconnaît, c'est un aveugle. Il reconnaît. Il dit voilà, on est loin des bandes sécessionnistes qu'on avait avant. Aujourd'hui, on a affaire à des gens professionnalisés avec des armes de très haut niveau, etc., etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il parle des armes, mais il ne montre plus ces armes-là. Ça veut dire que l'armée quand même n'est même plus à mesure de venir à bout de ces bandes et de récupérer les armes. Il ne montre que les armes qu'il récupérait chez les premiers là, qui étaient les gens qui se battaient avec des fusils de chasse. Lui-même reconnaît qu'aujourd'hui, les bandes armées sont professionnalisées et que l'armée ne peut pas venir à bout. Alors, comment on fait? Tant qu'on n'a pas réglé la question, et les Américains disent que les forces sécessionnistes occupent au moins 80% du territoire. Ça veut dire les champs, les villages, tout ça, c'est eux qui occupent ça. L'armée camerounaise n'est qu'à Bamenda, dans quelques grandes villes là. On fait comment pour sortir de là? On fait comment pour régler ça? Maurice Kamto pose un problème. Donc, c'est encercler le domicile. J'ai vu des toc-toc comme Alain Jules Meignet. Il dit, oh, c'est une question de rapport de force. À partir du moment où on a encerclé la maison de Maurice Kamto, on l'a anéanti. J'ai posté sur ma page dernièrement une vidéo de la chaîne parlementaire française, LCP. Et la vidéo, c'était Jacques Chirac et Bernard Pinault qui rendaient visite à... Ou c'est François Pinault. Jacques Chirac et François Pinault qui rendaient visite à Alpha Condé dans son hôtel à Paris. Et Jacques Chirac est venu voir Alpha Condé en disant « Ouais, tu connais M. Pinault? Ah, voilà, je suis venu le voir. » Et Alpha Condé a dit à Jacques Chirac « Ah oui, je connais François Pinault. Quand j'avais été emprisonné pour la deuxième fois par Lassana Conté, il était venu me voir, bien qu'étant un homme de droite, en me disant qu'il venait de votre part. Et il m'avait dit, voilà, Lassana Conté ne viendra pas en France s'il ne m'a pas libéré, et que c'est les institutions fermes qui ont été données à l'Élysée, et que il m'avait également dit que, voilà, il y avait un consensus en France pour qu'on soutienne ma candidature, bien que le Chirac soit de droite et moi de gauche, pour que je devienne chef d'État. Et que la France allait manœuvrer pour que je devienne chef d'État. Et je le suis devenu. Et il dit à Jacques Chirac, je te remercie, parce que tu es un homme de droite, alors que moi je suis un homme de gauche. Et Jacques Chirac dit, oh non, on est tous des citoyens du monde. La vidéo, je l'ai mise sur mon mur, là. Et j'ai écrit à méditer. Ça veut dire que, c'est pas parce que, je veux dire, des prisonniers qui sont devenus par la suite chefs d'État dans le monde, on ne les compte pas, hein. Mandela, Gandhi, Alpha Condé, Gbagbo, il y en a plein, il y en a un conteneur. Donc on ne peut même pas les citer tous. Des prisonniers sont devenus chefs d'État. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous mettez quelqu'un en prison, voilà. Et j'insiste encore pour dire, vous créez un précédent. Ça veut dire que si le RDPC sort du pouvoir dans les conditions où il est aujourd'hui, il ne pourra pas survivre. Il ne survivra pas. Il n'y aura plus de RDPC. Parce qu'ils vont poser quelles revendications? Ils vont dire quoi? Ils vont venir dire, oh, nous voulons un bon code électoral. On va leur dire, mais attendez, si on est en retard, c'est parce que depuis 40 ans, on n'en avait offert aucun. Ils vont dire, il faut lutter contre la corruption. On va leur dire, mais attendez, qui a généralisé la corruption ici?
Ils vont dire qu'il faut le respect des libertés publiques et pas de violence. Mais attendez, qui c'est qui a amené la violence dans le jeu politique au Cameroun? Qui a favorisé les armes aux nozo? Donc comment est-ce qu'ils vont exister encore? C'est la règle du précédent. Je pense que dans notre pays, il est temps que vraiment nous ayons le courage, comme on dit aux États-Unis, de stand up, de dire clairement que voilà, ce n'est pas parce qu'on encercle le domicile du président Maurice Kamto qu'on règle les problèmes. Deuxièmement, moi j'aurais un mot à dire aux militants du MRC. Je n'en suis pas un. Comme j'ai dit ici là, moi je soutiens le président Kamto, que j'admire beaucoup. Je voudrais dire quelque chose aux militants du MRC. Lorsque le président Kamto est venu ici en tournée, on a vu les militants, certaines personnes. Moi, je ne dis même pas militants. Ils ont une carte de militants, mais ils se disent militants. Certains opportunistes ont couru pour avoir les postes, ont commencé à dénigrer les gens, raconter les histoires. Oh, tel n'a jamais marché, comme si les gens devaient venir exposer devant tout le monde ce qu'ils ont déjà fait, etc., 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 etc. Aujourd'hui que le président, son domicile est encerclé, Alain Foguet en détention, Bibou Nissa, on ne les entend pas. Albert Zonga, on ne sait pas, on ne les entend pas, on ne les voit pas. On s'attendait à les voir en première ligne. Je ne donnerai aucun nom là, mais ils se reconnaîtront. On s'attendait à les voir en première ligne, proposer des choses, faire des choses. Rien, on ne les entend pas. Pourtant, la dernière fois, il y a des gens qui ont travaillé, ils les ont cassé le moral avec des intrigues, etc., etc., etc. Moi, je profite de cette plateforme pour leur dire, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Sortez, montrez de quoi vous êtes capable maintenant. Prenez aussi vos responsabilités. Allez au front. Allez vous battre dans les ambassades. Allez vous battre dans les chancelleries. Allez vous battre dans les représentations étrangères. Battez-vous. Posez des actions. Demandez, on va vous dire. Parce qu'à l'époque, vous avez dit qu'on n'a rien à faire dans les affaires de votre parti. Mais montrez-nous aussi de quoi vous êtes capable aujourd'hui. Hein? C'est même pas que vous vous cachez seulement. Beaucoup parmi vous disent, oui, bon, je reste seulement là, comme ça, si le président Kamto devient président, j'aurai un poste. Non! La route est encore très longue et elle sera très difficile. Donc, démontrez-nous de quoi vous êtes capable. Faites même un live pour dire que voilà, il se passe des choses qui ne sont pas bien à Yaoundé. Mais ne restez pas là à dire, oh, je veux voir mes enfants grandir et je veux pouvoir aller en vacances au Cameroun. Non! Voilà. Donc, moi, j'en profite pour cela là pour dire que vraiment, nous exigeons la libération de Alain Foguet. Nous exigeons la libération de Bounissa. Nous exigeons que les gens là partent de la résidence du président Kamto avec j'appellerais même ça pas ça armée, mais milice. Nous exigeons que les marches pacifiques reprennent. Parce que c'est les marches pacifiques qui visent à poser une revendication politique. Et elles doivent reprendre. Donc voilà, ce sont des revendications que nous posons. Je prends les quelques commentaires qui restent et puis je clôt ma présentation. Je prends... je prends... Bon. West Ndieu tient dit, je pense que c'est Loïc Kodje, qui dit en Vormeka, il y a la plus grande plantation d'ananas de transformation de jus. Ben moi, j'ai jamais vu cette plantation-là. Si tu as une vidéo, la plantation d'ananas de Vormeka, tu nous montres. Moi, j'ai jamais vu. Voilà. Ronald Ledio dit, mais on y investit ou tu te contredis. Voilà. Freddy Ngacho dit, qui répond à quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Freddy Ngacho dit, ce qu'il y a au nozo là, c'est le pouce-pion. Voilà. Un Liberty Farid dit, il vend ses jus d'ananas là-haut. Georges Talon dit, donne-nous les chiffres. Il vend où? USA, Canada. Comme ça, on va à la bourse checker. West dit, le NOSA est une crise, pas une guerre. Arrêtez la manipulation. Il y a le NOSA est une crise, pas une guerre. Oula.
Et Jean Gondi demande une crise où on meurt. West dit les investisseurs extérieurs ou bien étrangers, c'est ce qu'il dit. Bon. On a Annick dit, je t'informe que le roi fainéant génocidaire est en train de terminer nos frères Onozo. Luc Bouglobom dit, il a été pratiquement kidnappé, Boubou Nissak, dans la nuit du 21 au 22. Ouais, Boubou Nissak a été kidnappé et nous exigeons sa libération immédiate et sans condition. Voilà. Wilby demande à West de dire, peux-tu nous donner la différence entre une crise et une guerre? Peux-tu nous donner la différence entre une crise et une guerre? Et Jean Gondi dit, comme j'ai dit, tu serais bien comme un singe de scie. Tu es très mignon et marrant, continue, tu me fais marrer. Dis-nous comment Paul Biya est un grand exploitant. Et West répond, c'est lamentable de voir des gens comme vous qui défendent le voyoutisme, qui préconisent l'anarchie totale. Non, personne ici n'a préconisé l'anarchie totale. Au contraire. Roland Ledoux dit qui est vraiment voyou? Ceux qui sont les voleurs ou ceux qui le plaignent du vol? Bonne question. Qui est vraiment voyou là? Oh. Oh. Oula, 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 oula. Bon, il dit, West Dieu-Pendiem dit, le RDPC, le MRC n'est pas un parti politique, mais un groupement de malades extrémistes qui font tout sauf la politique. Là, on est dans l'insulte. Le problème, c'est que l'insulte n'a pas le droit de citer ici. Voilà. Je lis Yann qui dit, c'est simple. On va acheter des modems et se connecter à partir des modems en Wi-Fi. Personne ne paiera ces taxes. On ne paiera des taxes que sur les choroncos de 10 000. Bon, West, quoi là? Bon, je pense que bon, voilà. Bon, Liberté, la blanc va te finir, voilà, j'ai à fou. Ça, non, quand que je dois. Bon, il y a des insultes là, je ne peux pas lire ça. Bon, bon, il y a quelqu'un là qui écrit des insultes. Je ne veux pas lire ça. Voilà. Ma présentation s'achève ici. Je remercie tous ceux qui l'ont suivi. Je vous remercie. S'il plaît à Dieu, on en fera une encore dimanche. On commentera l'actualité. On essaiera de le faire un peu là ou la semaine prochaine. On verra bien. Je vous remercie tous ceux qui l'ont suivi. Je souhaite à tous et à tous une bonne soirée et bon, beaucoup de courage. Bye.